Salut les sportifs de salon, gros épisode au Sportcaster cette semaine. On refait le monde avec Sébastien Julien et Pierre Lavoie. On se pose les grosses questions, c'est touchant. Tout ça après ceci. Hey, salut guys! My God! Pierre Lavoie, Sébastien Julien sont en studio des Sportcasters. Pouvez-vous imaginer, c'est fantastique. Bienvenue les gars. Allô? Salut. Il faut que je commence en disant merci aux producteurs et à l'équipe de m'avoir permis de rencontrer Pierre et de discuter de beaucoup trop de choses. Là. On vient de vivre un 5 minutes fantastique avant le show. Et merci, production de la machine 4771 qui produit beaucoup trop de podcasts excellents. J'encourage tout le monde à écouter. Et aussi le producteur de la web-série directement, H2O Media. Merci, guys. On est parti pour un gros show. T'arrives de Chicoutimi, Pierre? Oui, on a traversé le parc, il y avait de la neige, hein? C'est fou pareil. Hein? Sérieux? Ah oui, la première neige de l'année. Et il faisait 0 degrés, c'était extraordinaire. On a hâte de faire du ski de fond et du ski au trot. Tes pneus d'hiver? Oui, je les ai pas changés cette année finalement parce que mon auto a pas bougé pendant 4 mois. Fait que finalement, j'ai laissé en pneus d'hiver. Ils ont fait le tour. T'as-tu croisé bien des gars de la sûreté en passant par le parc? Ah oui, tellement. Dans le parc, c'est quand même au début et à la fin du parc, mais beaucoup sur la 40. Là. Beaucoup sur la 40? Ouais. Ça a l'air que, tu sais, la légende voudrait que, moi, il y a des collègues à moi qui m'ont déjà dit que il y avait déjà, qui t'avait déjà intercepté, mais il me disait que t'avais un truc infaillible pour réussir à te sortir des constats. Puis là, moi, je me disais que, tu sais, en tant que policier de formation, mais ça m'intéressait de savoir c'était quoi le meilleur truc. C'est la main droite. La main droite? Tu prends jamais ton permis avec la main gauche. OK. Parce que si tu prends ton permis avec la main gauche, tu l'amènes sur le bord de la fenêtre, il part avec et tu es sûr d'avoir un ticket. Ah. Tandis que si tu le gardes avec ta main droite, tu le gardes à distance et tu l'appelles par son nom. OK. Et tu fais ton plaidoyer. OK. Tout doucement. Et là, ça. tu sensibilises le policier à la réalité qui vient de se passer. Et par la suite, il utilise son jugement. Et il t'en donne un ou il t'en donne pas. OK. Il l'a tellement raconté souvent qu'il reconnaît par cœur cette ligne-là. C'était très rodé comme anecdote. Hein? Il sort sur la main droite, le secret. Essayez pas ça si vous n'êtes pas Pierre Lavoie. Non, mais L'avoir c'est vrai, pareil votre ticket. C'est vrai parce que, tu sais, je comprends très bien. Moi, je roule 100 000 km par année sur les routes. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits que même si le pape passerait là, il se ferait prendre aussi. Donc, vous comprenez? Donc, ça, il faut se défendre à l'occasion. C'est bien correct. C'est pas lui qui paierait son ticket. Mais sincèrement, je veux dire une chose, c'est que la Société du Québec, c'est des partenaires du Grand Défi, puis c'est des gens extrêmement gentlemen. À chaque fois, c'est jamais des affaires. Si je roulerais à 160, ça sera autre chose. Je comprends très bien. Mais c'est pas ça. On est juste des fois sur la limite en descendant une côte. Là. Je suis capable d'imaginer que vous avez le jugement pour faire ça dans les endroits, puis c'est très correct. Là. Je suis pas là pour juger du tout de ça, puis ça me fait plaisir. Soyez là, je trouve qu'on part fort en Titi. Honnêtement, mais c'est Pierre, toi qui pars fort. Tu trouves? Me semble, on a déjà demandé pire que ça en partant de nos... Non, mais honnêtement, Pierre, je suis un gars d'Alma. Honnêtement, pour toute la famille, ça serait une fierté qu'on se rencontre. Tu sais, je suis arrêté souvent à la cabane à patates au bord du quai à l'Anse-Saint-Jean. Je sais que tu viens de ce coin-là. Ben oui. Pour vrai, puis on est des gars qui savent que dans une tourtière, il y a des patates. Il y en a un paquet qui savent pas ça ici encore. Ça. Puis à l'occasion, un lièvre. Oui, de temps en temps. Au complet, avec la tête. C'est ça. Mais pour vrai, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. On a un paquet de questions à demander. Puis je trouve ça cool que vous soyez pas fait la barbe parce que ça vous rend moins technique télévisuelle. Tu sais, on dirait qu'on fait moins salut bonjour qu'à l'habitude de nous expliquer les bienfaits de Pierre Lavoie du Grand Défi. Fait qu'on peut aller un petit peu plus loin aujourd'hui pour un paquet de choses. Puis même, j'ai des questions au sujet d'anecdotes qu'on m'a dit, que ce soit pour prendre l'ambulance, des trophées, qu'on a des choses comme ça. Fait qu'on a un paquet de choses à aborder. Il y a une grosse enquête juste avant, c'est bon. Ça. Exactement. Mais honnêtement, comment on se sent COVID dans le contexte, là, le rapport au sport, l'entraînement, comment tu vis ça? Ben, moi, c'est extraordinaire parce que depuis plusieurs années, depuis 2 ans, j'ai arrêté la compétition et je fais le sport pour maintenir mon corps en santé. Okay. Donc, c'était la plus belle période de ma vie. Moi, j'ai aucun problème à me motiver à m'entraîner. Avant, ça me prenait des événements. Maintenant, j'en ai plus besoin. Fait que c'était difficile là, pour les athlètes de haut niveau d'être capable de faire la cassure, de continuer à s'entraîner pour sa santé. Pierre Harvey, d'ailleurs, le fait aussi. Puis je dis pas que je suis au niveau de Pierre Harvey, mais c'est dur pour l'athlète de haut niveau qui livre des performances de dire je continue mon sport et je vais diminuer, je vais m'affaiblir, je vais être moins rapide, je vais me faire battre par les autres. Il y a l'ego qui prend le bord. Et moi, ce passage-là, il est terminé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir et j'essaie plein d'autres sports différents.
Des fois, je me casse des côtes là, à l'occasion, mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait pas longtemps que tu t'es cassé des côtes. Oui, c'est ça. Puis là, tu as pris l'ambulance parce que c'était grave. Oui, la première fois de ma vie, j'ai pris l'ambulance. Sérieux? Oui. Ça s'est-tu bien passé? J'avais pas le choix, j'étais incapable de bouger, donc je voulais me rendre moi-même à l'hôpital, mais c'était impossible. Mais bon, j'étais cassé 4 côtes avec un pneumothorax, là. Mais ça va bien, là. Ça va bien? Oui, ça fait un mois. Il suffit de pas trop rire ou de... Non, le problème, c'est que j'ai retombé après 2 semaines en recommençant à faire du vélo. Je devais pas aller en vélo de montagne, ma femme me l'interdisait. Mais je l'ai rassuré que tout allait bien se passer. Mais finalement, ça s'est mal passé. Elle avait raison. Fait que vous avez vraiment vécu la séquence qu'elle dit « Je te l'avais dit ». Oui, puis tu sais, c'est le fait de se casser une côte qui était déjà cassée 2 semaines avant, ça fait mal. Ça a l'air que dans cette ambulance-là, il y avait possiblement le futur maire de Lens-Saint-Jean. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si c'est vrai, cette anecdote-là. Moi, je pense qu'il y a un gros potentiel, là, puis je vais le nommer. Il s'appelle Pierre Auroy. C'est un hasard. On a jasé tout le long dans l'ambulance. Et j'ai réalisé qu'il y avait un grand potentiel pour être maire. Puis finalement, il dit élection dans un an. Je l'ai encouragé. J'ai dit que j'allais l'appuyer. On verra s'il se lance. Mais je pense que c'est un jeune plein de potentiel. Là, Pierre va penser que ça va être d'anecdote en anecdote. Non, mais moi, je trouve que cette anecdote-là vous reflète parfaitement à travers le fait que vous souffrez pour vos côtes. Vous êtes tombé. On s'en va à l'hôpital. Vous avez trouvé le moyen, à quelque part, dans cette ambulance-là, de motiver quelqu'un, d'inspirer quelqu'un à se dépasser. C'est le moins que je le vois. Oui, parce que j'ai à cœur mon village, puis c'est un petit village qui a un potentiel incroyable. C'est déjà unique, le Mont-Édouard. On sait que c'est la seule piste homologuée FIST dans l'Est du Canada. Okay. Même Tremblant n'en a pas. Et on peut organiser une Coupe du Monde, d'ailleurs, si on voudrait. Et c'est un des plus beaux villages du Québec accroché au fjord. Puis a besoin qu'on continue à faire avancer ce village dans la bonne direction avec des bons leaders. Puis là, je voyais en lui un bon leader jeune qui pouvait s'impliquer avec beaucoup de vécu puis d'expérience. Oui, ambulancier, mais il a voyagé pas mal dans sa vie, puis il avait une belle vision que j'aimais beaucoup. Fait que je dis, il faut que tu te présentes maire. Ouais, il dit, je vais penser à ça. Très hot. C'est-tu dur pour un ambulancier de donner des soins à Pierre Lavoie? Ouais, ça a l'air de quoi? C'est-tu, je vais rentrer moi-même dans l'ambulance ou bougez pas? Non, je me sens assez facile. Absolument, je suis pas trop lamenteux. Là. Donc, il m'a mis mon corset, puis je souffrais à l'intérieur sans que ça en rende compte, mais ça a bien été. Puis là, tu t'en vas faire le défi Bonneville? Ouais, c'est demain. C'est le défi Bonneville. Tu prends un bike électrique ou tu vas prendre... Ouais, j'aurais aimé, mais j'avais pas de place pour amener 2 vélos dans mon auto. Donc, parce que je voulais rouler avec une étape avec... le vélo assistance électrique, puis l'autre avec un vélo ordinaire, parce que moi, je veux être l'ambassadeur du vélo assistance électrique au Québec. Très hot, ça. C'est totalement ça qui va faire bouger plus de monde, qui va permettre le transport actif pour diminuer la pollution et qui va permettre aux gens qui n'étaient pas en forme de se remettre en forme. Mais c'est sûr que présentement, ce qui nuit, c'est les athlètes qui ont des gros égos, qui détruisent ce vélo en disant que c'est juste les pas bons qui sont là-dessus. Ils se trompent totalement. Donc, ça prend les ambassadeurs pour faire un contre-pro. Je suis totalement d'accord. Ma mère, à 62 ans, qui s'est acheté un vélo électrique avec son conjoint, ils sont très, très actifs depuis. Avant, quand j'appelais à la maison, ils étaient tout le temps là. Depuis qu'ils ont un vélo électrique, ils répondent jamais. Puis, j'arrive des Îles-de-la-Madeleine, j'ai fait une run sous la pleine lune. Pour ceux qui sont déjà allés là-bas à Sandy Hook, qui est une plage d'à peu près une vingtaine de kilomètres, en vélo électrique. J'ai eu la piqûre, moi aussi j'en veux un. Ah non, c'est l'avenir. Excusez, mais cette année, c'est 34% des ventes au Québec. L'an prochain, ce sera 70% des ventes au Québec. Et dans 2 ans, ce sera 85% des ventes au Québec. Donc, les vélos qu'on voit ordinaires comme aujourd'hui, qu'on pédale nous, qu'on verra demain, c'est en voie d'extinction. Super intéressant. Puis venant de vous, si vous dites que c'est pas pour les paresseux, je vais vous croire. Là, je suis honnête. Ah non, c'est parce que tu vas juste plus haut, plus loin. Et des montées que tu n'auras jamais fait, tu peux te permettre. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu mets autant d'efforts, mais le vélo t'en donne encore plus. Donc, ça veut dire que je travaille autant que mon autre vélo, mais j'ai 2 fois plus de plaisir. Ouais, moi, j'ai jamais, mais je vous dis, j'ai jamais eu autant de plaisir à vélo dans les 30 dernières années que sur un vélo assistance électrique. Donc, les gens, tout le monde se trompe en passant. Les préjugés viennent des cyclistes, j'en conviens, mais 2 gars qui sont bons en vélo, qui embarquent là-dessus, je peux te dire qu'ils ont pas mal de fun. Incroyable. Moi, je me suis fait attaquer, mais attaquer en vélo, ça veut dire qu'il y a des gars qui te poursuivent, puis ça s'appelait la poursuite ici à Oka, il y a une piste, il y a un segment qui s'appelle la poursuite. Les gars sont 4 en vélo de montagne électrique.
petite bédaine, 65 ans et plus. Ils ont du fun dans le bois. Puis on s'était déjà, tu sais, croisés, on a eu du fun. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey les gars, c'est la poursuite. Essayez donc de me poursuivre pour le fun. C'est mon gars. Je me suis fait passer par un gars, il avait du fun. Le gars, il était bon, il était habile. Et les gars, ils étaient carrément en extase dans le bois à avoir du fun en chum. Moi, j'en ai un gravel bike électrique. OK. Puis mon gravel bike, l'autre jour, je l'ai mis en mode éco. Ça veut dire en mode pas trop de dépenses énergétiques. Et je suis monté aux éoliennes dans le parc de Laurentides, donc 106 km aller-retour. Puis je suis revenu, j'avais pris une coche de la batterie. J'aurais pu faire 3 fois 106 km avec la même batterie. Incroyable. Et j'ai pas d'idée, là. Puis j'ai travaillé, je suis revenu, j'avais perdu 6 livres, là. Mais je suis revenu, j'étais toasté. Mon blond disait, hey, Lynn, je dis pas que je travaille pas. Je travaille. C'est juste que je suis allé plus loin, plus haut, plus rapidement. Puis, donc, le temps est pareil. Donc, en 1 heure, je parcours plus. Mais 7 heures, je donne les mêmes watts sur mon vélo. Je comprends. Lui, il m'en donne 150 à 200 de plus. Donc, je vais plus haut et plus loin. Donc, les endroits où tu ne fais pas aller, tu y vas. Le tour du lac n'était pas possible pour une personne sédentaire, il peut le faire. Ta femme qui ne veut pas t'accompagner maintenant, elle peut venir avec toi. On vient de démocratiser le vélo avec ça. Wow. Fait que c'est un podcast sur le vélo électrique. On pourrait même faire commanditer par Elon Musk aussi, puis un paquet de monde du milieu électrique. Je vous dis, là, c'est une grande évolution qui s'en vient pour l'environnement. Incroyable. Puis la santé physique des gens. Est-ce qu'enfin, on est en avance sur d'autres ailleurs dans le monde, selon votre diagnostic? Non, l'Europe est en avance sur nous. Au niveau du vélo électrique? Oui, totalement. Mais nous, ça s'en vient. Là, c'est Shimano le problème. Shimano, c'est quand même des bonnes compagnies. Le moteur électrique de route, ils ne l'ont pas encore livré. Ils devaient le livrer l'an passé. Ils ne livrent pas encore cette année. Il devrait sortir l'an prochain. Toutes les compagnies attendent le moteur électrique de route Shimano. Dès qu'il va arriver, il va prendre le marché. Toutes les compagnies vont avoir leur vélo assistance électrique dans tous les modèles. Incroyable. Je vais faire une parenthèse parce que quand on a commencé à faire des podcasts ici, j'ai appelé Pierre sur le cellulaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Puis je t'ai lancé un défi. Puis tu m'as dit, je vais y penser. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, du tout. Je me rappelle pas. Le défi, c'était, es-tu capable de battre le record mondial de l'entrevue la plus longue au monde? Oui, je me rappelle. Puis là, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Et nous autres, on a fait des recherches. C'est combien d'heures, Dan? C'est 30, je pense. 36 heures. C'est 36 heures. Ah non, mais des sujets, on en a plein. On pourrait parler de génétique, on pourrait parler... Puis Pierre, c'est clairement ça. Tu pourrais faire... probablement 36 podcasts d'1 heure sur 36 sujets différents et il serait toujours autant documenté et renseigné et précis aussi sur ses propos. Fait que là, on s'est donné 1 heure. C'est pratiquement impossible de toucher, évidemment, son parcours, sa vie, mais tout ça. On reviendra. Fantastique. Mais bon, on va commencer par la base, les gars, quand même, parce que, tu sais, vous avez une relation, vous connaissez, je sais que ça passe par l'Arizona, ça passe par Kona à Hawaï, qui est le Ironman de la Coupe du Monde, dans le fond, le championnat du monde que tu m'as expliqué. Parlez-moi de ça. Décris-moi comme Sébastien, comment vous êtes connu, puis tu sais, qu'est-ce que ça représentait. Tu sais, tu m'avais même dit la première fois que tu avais côtoyé Pierre, tu avais comme été hésitant à aller jaser, puis c'était un souper entre amis qui vous a réunis. Comment ça s'est passé? Ouais, ben, tu vois, tu le vois depuis tantôt, puis c'est vraiment ça que j'imagine plusieurs personnes feraient, là, parce que Pierre, c'est quelqu'un que tout le monde connaît puis qui a eu un impact, mais moi, je le connais depuis que je suis jeune, parce que du triathlon, j'en fais depuis 17 ans. Fait que lui, il était déjà sur le circuit, déjà performant à ce moment-là. Je découpais des articles de lui, je mettais ça dans ma chambre. Donc, ses entraînements étaient expliqués dans Sport Mag, des choses comme ça, dans Vélo Mag, je veux dire. Et donc, ouais, effectivement, pour moi, c'était comme une idole. Et ça l'est toujours, mais moi, je le vois plus avec ça. Pourquoi? Parce que je l'ai connu en dehors de l'image qu'on peut se faire. Puis l'image qu'on peut se faire, je pense que c'est la bonne aussi, là, mais en dehors, c'est un gars qui aime avoir du fun, prendre une bière avec ses chums, puis je le tutoie. Mais on a beaucoup de plaisir. Une anecdote, c'est qu'en Arizona, le lendemain, on allait monter le Mont Lemmon, qui est un 42 km d'ascension. Et bon, je me considérais en forme, mais jamais comme lui à ce moment-là. Puis on a 10 ans de différence. Et là, je me suis dit, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible en arrière de lui. Évidemment qu'il a pris la pole position. Donc là, il grimpait ça, toi, avec un gros braquet. Là. Il n'a même pas changé de braquet. Puis là, moi, j'ai tenu, je pense, 17 km sur 42. Mais l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, son téléphone sonne. Fait qu'il répond. Puis il jase à sa femme. Mais il jase comme je te jase là. Aline. Puis moi, je suis comme en arrière. Je peux pas y à côté. J'aurais même pas pu prendre mon téléphone, moi, tellement j'étais fini. Là, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est là que j'ai fait, ok. Là. Ah, c'était le bon temps. Une classe à part. C'était le bon temps à l'époque. Ouais.
vous êtes connu là. Puis, tu sais, c'est sûr que votre nom, ton nom, Pierre, il est associé justement à Hawaï, à Kona. Moi, je veux savoir l'évolution de tout ça parce que, tu sais, on en parlait tantôt. Tu sais, la possibilité de participer à un Ironman, ça a beaucoup évolué, ça s'est démocratisé énormément. C'est quoi qui a changé le plus? Ça pouvait ressembler à quoi au début, là, s'organiser pour participer à une épreuve comme ça? Au début, c'était magique parce qu'à Hawaï, tout était mis à Hawaï, c'était le championnat du monde. Puis il n'y avait pas d'autres Ironman à travers le monde. Il y avait celui de Penticton au BC. OK. Il y avait il y avait Nice, mais il ne servait pas de sélection non plus. Donc, les autres, c'était des demi-Ironman à travers le monde. Il y avait le Japon, mais pas beaucoup d'Ironman pour se qualifier. Mm-hmm. Donc, les compagnies mettaient vraiment le paquet à Hawaï. Là. Donc, Aujourd'hui, maintenant, ils vont mettre le paquet à Lake Placide ou à Tremblant. Ils vont se décloisonner. Mais quand on arrivait à Hawaï, il y avait tout un esprit, là, un spirit qui existait là-bas. Le village, les athlètes de tous les pays. Je dirais que c'était un peu plus... Aujourd'hui, c'est un peu plus sérieux. À l'époque, je pense qu'on se prenait pas trop au sérieux. On était là, on s'entraînait fort, puis que le meilleur gagne. Puis on allait là, on avait beaucoup de plaisir aussi en y allant. Mais aujourd'hui, c'est une grosse entreprise maintenant, l'Ironman. Donc, c'est peut-être pour ça que oui, il y a beaucoup de gens qui y participent. Puis je pense que ça change la vie de beaucoup de gens aussi. Puis ça inspire beaucoup d'autres personnes qui les regardent aller quand ils le font. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Puis on a vu que c'était une grosse machine qui s'est installée, qui voulait faire beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est correct, ça fait partie de la game. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à courir le circuit mondial. Puis j'ai performé. J'avais la chance de performer sur le Ironman. Parce que c'était rare que ça m'est jamais arrivé de ne pas performer dans un Ironman. On dirait que c'était fait pour moi. J'étais conditionné pour faire ça. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais en même temps, aujourd'hui, tout a changé. Donc, ça m'a servi de tremplin pour m'exprimer. Parce que l'humain, il veut s'exprimer. Donc, tu peux t'exprimer dans ton travail ou tu peux t'exprimer dans un sport. Tu peux t'exprimer bénévolement quelque part. Moi, c'était le triathlon. Puis ça m'a permis de me forger un caractère, des valeurs, de devenir une personnalité publique influente dans le sport. Et quand est arrivé nos enfants atteints de la maladie, là, c'est ça qui m'a servi de levier. C'était cette crédibilité que j'avais dans le sport et cette notoriété. J'allais la transposer finalement aux maladies génétiques orphelines. À travers ça, je vais quand même continuer à être actif au niveau sportif parce que j'aimais beaucoup compétitionner. Puis livrer le meilleur de moi-même dans chaque événement. Puis le résultat, c'était pas important. Moi, c'était donner mon 100%. Donc, je finis 10e ou je finis premier. Non, moi, c'est tout le temps. Si j'ai donné mon 100%, je suis fier, je suis content. T'sais. Parce qu'il y a toujours des gens plus forts que toi. T'sais. Puis moi, j'ai aucun problème à me faire battre par quelqu'un qui le mérite très bien. Puis il faut reconnaître ça. Mais tranquillement, tout ça va... j'aurai des prises de conscience sur les inégalités parce que moi, je viens de mieux défavoriser. Donc, rapidement, ça va revenir en surface. Ça va revenir... dans le parcours. Ah oui, totalement. Parce que là, je faisais partie d'une élite sociétale, mais je me rappelais d'où je venais. Et là, j'ai réalisé que je pouvais avoir une grande influence dans la société et l'éthique pour s'impliquer dans les milieux d'où je venais. Vous comprenez? Ouais, donc, c'est ça que le virage s'est fait. Et j'ai dû abandonner et arrêter de promouvoir le système éthique. Parce que j'ai réalisé en cours de route que c'était beaucoup de l'ego. C'était beaucoup la gloire, c'était beaucoup les médailles. Puis on perdait l'essence même du sport. C'est pour nous maintenir en santé et pour pouvoir s'exprimer. T'sais. Et je regardais les systèmes, je commençais à analyser tous les systèmes autour de moi, là, les systèmes de sport. Et c'est là que j'ai commencé à faire des déclarations un peu incendiaires par rapport à différents systèmes qui stigmatisent les jeunes, qui excluent les enfants qui ont moins la chance monétairement ou moins la chance, qui ont moins de talent physiquement. Donc, c'est pour ça depuis, je dirais, 5 ans, 6 ans, j'ai ma propre opinion sur le développement du sport au Québec. Le Québec va pas dans la bonne direction du tout. Non? Puis on n'a pas du tout. Donc je le dénonce. Et sans gêne, en expliquant des faits, des données probantes, avec des professionnels qui nous confirment que le Québec n'est pas dans la bonne direction. Donc, ce monde que j'ai fait partie, qui m'a permis, je dirais, de m'exprimer, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas en confrontation avec, je ne suis pas en conflit avec, je suis plus en mode réflexion, puis sensibilisation, puis éducation, puis persuasion. Donc, on essaie de faire changer le système tout doucement. Puis le grand défi, c'est ma chaîne pour le faire. Donc, le grand défi Pierre Lavoie. C'est le tremplin. Ah, oui, totalement. Lui, tous les programmes qui sont développés sont tous à 100% dans cet esprit-là. Et ça me permet d'avoir tout un levier maintenant sur la société, puis une crédibilité, parce que finalement, ce que j'explique, c'est le gros bon sens.
Et on essaie de changer les systèmes tout doucement, les influencer. Puis ça marche. C'est long. C'est un processus long parce que tu dois changer une culture. Puis tu dis, ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre 20 ans. Mais c'est un travail passionnant comme le tien. On travaille dans quelque chose qu'on croit. On sait que c'est à chaque fois qu'on intervient, on sème une graine. Un jour, elle devient solide. Ça devient un arbre. Tu dis, OK, après ça, tu regardes en cours, il y en a plein à semer. Fait que tout doucement, un coup à la fois, une graine à la fois, on finit par changer la société. De la manière que tu en parles, c'est comme si les performances de se préparer pour un Ironman en soi, c'est rien comparé à la difficulté de vouloir justement changer cette culture-là. Ouais. C'est le parallèle que je pourrais faire, tu sais, un Ironman, c'est une longue journée qui dure, où tu as le goût d'abandonner plusieurs fois. OK. Puis, donc, ça te prend une valeur, la valeur la plus importante pour un jeune qui va à l'école, là, parce que dans la vie, ça te prend un coffre d'outils. Ça te prend des outils. Être bon à l'école, ça, c'est un outil. Puis ton coffre en possède 300. Il t'en manque encore 299 autres. Mais il y en a un qui est très important, qui va te servir toute ta vie. C'est la persévérance. Donc, si tu es persévérant dans ce que tu fais, tu n'abandonnes pas, ben tu peux entreprendre un projet qui va durer 20 ans. Persévérance, moi, je l'ai appris dans le triathlon, dans l'Ironman. C'est ça. Je ne l'ai pas appris dans les courtes distances, je l'ai appris dans la longue distance. Et je suis devenu, ça m'a conditionné. Et après, je me disais, OK, quand c'est pas facile, on lâche pas. Parce que dans les Ironman, j'ai le goût d'abandonner, puis c'est long. C'est une longue journée où ça fait mal toute la journée. Puis c'est là que j'ai pu réussir à transposer mon sport dans mon quotidien. Puis quand je vais dans les écoles rencontrer les jeunes, je leur dis, vous savez, ton ami à côté de toi, il est très bon en sciences, il est très bon en maths, puis il n'y a pas trop de misère. Puis toi, tu rushes. Tu as beaucoup de difficultés. Tu as de la misère à sortir des notes. Tes parents t'aident, ton enseignant t'aide, mais tu as de la misère à sortir des notes. Mais tu n'abandonnes pas. Tu continues. Finalement, tu finis par ton parcours scolaire. À la fin, finalement, tu as ton diplôme. Mais toi, tu as acquis une chose que l'autre n'a pas eu, la persévérance. Donc, quand j'aurai un dossier difficile à donner dans mon équipe, si vous travaillez tous les deux pour moi, c'est à toi que je vais le donner parce que je sais que tu n'abandonneras jamais. Wow. Donc, c'est une valeur importante, ça. Donc, le jeune, ces notes-là, c'est un élément de passage. Après, tu fais quoi avec ça? Quel genre de personnalité que tu es? C'est ça, les gens oublient. Non? Les notes, oui, les notes, c'est bon. Mais la personnalité, tes valeurs, c'est tout ça qui fait la différence dans une personne qui fait partie d'une équipe. T'sais. Donc, être bon à l'école, c'est bien. C'est important. Mais c'est un outil dans ton... Ce que vous voulez dire, c'est que les épreuves, les obstacles qu'une personne va rencontrer va développer d'autres choses. On parle beaucoup de les compétences transversales, des choses comme ça, mais c'est dans l'idée que c'est pas parce qu'il y a des mauvaises notes qu'on doit nécessairement s'inquiéter. La personne est en train de développer quelque chose. La résilience. La résilience. La résilience, la persévérance. Et ça, là, d'après vous, dans le COVID, d'après vous, laquelle des deux qui gagne? C'est le persévérant puis le résilient. Là. C'est lui qui a jamais eu de problème dans sa vie, là, qui est tout à bon dans tout. Là. Complètement déboussolé. Il rush avec le COVID. Là. Tout ça difficile. Là. Il n'y a plus de contrôle. Là. Il vient de perdre le contrôle. Il n'y a plus de point de repère. L'autre, il est dans la difficulté depuis qu'il est tout petit. Là. C'est vraiment il n'y a rien là pour lui. Non, je comprends. C'est vraiment hot. C'est le rapport à dire qu'il faut comme valoriser les victoires de ceux qui sont persévérants de temps en temps aussi. Ben oui. Puis aussi les échecs. Les échecs sont aussi importants que les victoires. Les échecs, ça fait quoi? Parce que je dis aux jeunes, c'est quand tu te lances dans quelque chose. Si tu as l'approche en te disant, les gens attendent d'être parfaits avant d'y aller, c'est une erreur monumentale. Non, tu dis, je pense que je suis capable de le faire. J'ai pas tous les éléments. Le pire qui va m'arriver, c'est que je ne réussirai pas. Mais au moins, j'aurai appris des choses. Hey, si tout le monde aurait cette approche-là dans tout ce qu'ils entreprennent, là, ben on se ramasserait tous un jour en haut de la pyramide de la société. Ceux qui sont en haut de la pyramide de la société, là, c'est pas ceux qui sont élevés dans la ouate, là, puis qui ont tout pour eux pour réussir. Là. Non, c'est pas eux autres. C'est ceux qui ont eu des défis, ont eu des épreuves, ils ont eu des échecs, ils ont appris à ne pas se tromper. Puis à un moment donné, ils deviennent forts, eux autres. Là. Puis quand arrive la situation, quand arrive la tempête, là, OK, et que tu es dans le navire, là, ben, le capitaine, là, il est rassurant. Il a déjà vu des tempêtes bien pire que ça. Il baisse les voiles, puis il garde le moteur allumé, puis il surfe sur les vagues pour être sûr de ne pas se faire chavirer. T'sais. C'est la vie qui fait que la vie, ce que tu amènes, des fois, il y a des gens qui vont subir l'échec, l'épreuve. Il y en a d'autres qui vont aller rechercher. C'est encore mieux, ça. Mais à chaque fois que tu confrontes, tu développes ta résilience. Donc, il ne faut pas éviter les problèmes. Il faut les confronter. Puis donc, dans l'Ironman, dans le triathlon, on développe cette approche, cette condition. Et quand tu es capable de la transposer ensuite dans ta vie personnelle, dans ton entreprise, dans ta cause,
ben, ça fait des valeurs qui fait que les autres abandonnent. Puis toi, tu continues, puis les gens ne comprennent pas. Non, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Le COVID, moi, le lundi, on mettait ça à on. Puis j'ai tellement eu de plaisir dans le COVID, là, c'est mes années les plus hautes. Là. Dans les 12 dernières années, là, on est passé en mode création, innovation. On me levait le matin, j'avais hâte de me lever. On a eu du fun, là, on a renouvelé tous nos programmes. J'ai dit à Germain, j'ai jamais eu autant de fun au Grand Défi dans les 12 dernières années. C'est dans le COVID. On est passé en mode... Puis là, aujourd'hui, on dit, puis je le dis à plusieurs reprises, grâce au COVID, Ah oui. grâce au COVID, Effectivement. grâce au COVID. Ah, ça veut dire que tu n'as pas atteint. Non, c'est un levier pour nous. On s'est renouvelé pour les 8 prochaines années. Et là, au contraire, et c'était trop facile avant. C'est vrai que quand on fait un portrait de l'histoire, tous les événements qui ont l'être humain a pu rencontrer difficiles, tu sais, l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale a amené quand même si c'était une tragédie, il y a des choses épouvantables qui sont arrivées, ça a été un levier important pour un paquet de choses, là, tu sais. Fait que, tu sais, l'approche. Dans chaque chaos émerge l'innovation. Exact. Donc, si je t'amène pas dans une situation où tu dois te débrouiller puis tu dois t'en sortir, ben, pourquoi tu ferais des efforts? Tu sais, pourquoi ton équipe t'es convaincue de faire des efforts supplémentaires pour faire quelque chose qui ne leur tente pas? Mais là, tout à coup, tout s'écroule. Là, ils sont prêts. Là, tout le monde passe en mode créativité, initiative. Il faut, là. Ben oui, là, t'as plus le choix. Après, tu dis, hey, finalement, on s'est fait brasser, mais on est pas mal meilleur. Ben oui, t'as développé de la résilience, puis t'as développé des nouvelles façons de faire, et tu t'es renouvelé pour les 8 prochaines années. Là, on vient d'être au cœur du message de Pierre Lavoie. C'est ça, combat de ce que vous voulez enseigner on essaie d'influencer aux jeunes, d'inspirer, de rappeler. Les adultes aussi, les organisations, notre gouvernement, nos municipalités, faut que les gens aient de la vision un peu, là. Présentement, le problème qu'on vit là, au Québec, vous en êtes carrément dans le COVID. Là. D'abord, il y a 4 grands chantiers d'une société. Il y a l'éducation, il y a l'économie, il y a l'environnement et il y a la santé, économie, environnement et j'en oublie une, l'économie, la santé et l'éducation. Bon. Comment on peut faire un système de santé durable? Comment on peut créer un environnement plus durable? Comment on peut créer une économie plus durable? Comment on peut créer un système d'éducation plus durable? Là, on est dans la durabilité. Pourquoi? C'est qu'on va emprunter des milliards. On a 260 milliards de dettes au Québec. Okay? Avec le COVID, ça va augmenter encore une fois. Là, on emprunte des milliards au Canada et au Québec pour maintenir cette économie qui allait planter d'une manière ou d'une autre parce qu'on avait eu 12 ans de croissance. Bon. Le problème, c'est qu'on maintient quelque chose qui aurait dû planter. Ça veut dire que tu maintiens des modèles non efficaces. Mm-hmm. OK? Bon. À ce moment-là, ça va, il y a des subventions et tout ça, mais on va planter, inévitablement. Quand ça va planter, là, le système va se refaire. Ça veut dire que ceux qui allaient, même s'il n'y avait pas eu de COVID, il y avait une récession, allaient tomber, allaient se restructurer. Là, le gouvernement emprunte des milliards et investit dans les bons véhicules pour refaire l'économie pour les 8 prochaines années, sur des nouvelles bases. C'est ça que ça sert une récession. Exact. Mais là, on ne l'a pas parce qu'on la subventionne. On a pas comme qu'elle tombe. Mais on va tomber. Donc, on va réemprunter des milliards. Ça, c'est la première chose qu'on vient de faire. On va réemprunter des milliards pour relancer l'économie. Puis relancer comment, c'est ça? Mais là, maintenant, la dette augmente pendant ce temps-là. Qui va payer ça? C'est nos enfants. Puis eux autres, là, si on construit la Chevrolet 1967, là, c'est ce modèle-là qu'on vit depuis des années. Là. C'est bien une valeur, là, mais moi, je pense qu'on peut être meilleur en environnement, meilleur en éducation, meilleur... Ben, c'est parce que construisons le futur là. Parce que ceux qui vont la payer, là, cette dette, c'est nos enfants. Puis quand ils vont arriver dans ce modèle-là, ça va être notre modèle à nous. Fait qu'ils vont nous le reprocher. On doit construire en fonction de nos enfants, présentement. On a toute qu'une occasion. Ceux qui le feront pas, d'ailleurs, j'écoutais hier les médias, là, en Europe, c'est parti. D'ailleurs, moi, mon idole au niveau politique, c'est la chancelière allemande. C'est une femme incroyable. Tu sais, Angela Merkel. Ah ouais, c'est une leader sur 2 pattes. Moi, je l'adore. Premièrement, elle a pris le lead en Europe. Présentement, son approche hier, son plan, c'est 130 milliards. Aller vers l'innovation, les plans verts, c'est ça qu'il faut, là. Donc, puis moi, je ne suis pas un vert absolu, là. Je suis quelqu'un juste de gros bon sens. Moi, je pense que cette dette-là, cet emprunt qu'on fait là, qui va prendre 20 ans à rembourser, nos enfants qui vont la payer, j'espère qu'ils seront fiers des choix qu'on leur a fait pour eux, pas pour nous. C'est tellement profond d'aller là, tu sais, puis je trouve ça bien parce que, tu sais, nous autres, des fois, de notre point de vue, de notre génération, on se pose la question si la génération en haut de la nôtre se la demande et se demande pas si la priorité pour eux, c'est de s'assurer d'être confortable quand ils vont arriver à des âges de ceux pour qui on s'inquiète en ce moment. Ben moi, je dis souvent aux gens, c'est beaucoup plus honorable de faire un leg avant de partir
que de te le faire enlever une fois rendu à ta retraite. Wow. Parce que ma génération, puis celle qui est derrière moi, puis la nouvelle actuelle, on n'est pas d'accord avec la situation. Donc, bientôt, on sera majoritaire. On va changer les règles, puis on va les récupérer ce qui n'a pas été donné. Fantastique. Puis c'est une menace, puis c'est une vraie menace. Aujourd'hui, là, on doit arrêter de penser à une génération. On doit penser à celle qui s'en vient. Puis si on est pour reconstruire l'économie, puis rebâtir, est-ce qu'on veut encore un troisième lien à Québec? Peut-être que c'est pas ça que les prochaines générations veulent, puis qui vont bien les servir. Il faut tout remettre en question présentement. Donc, ce qu'on avait mis sur les plans avant le COVID, on devrait les revoir en fonction de cet emprunt massif en milliards qui sera payé par les prochaines générations, puis s'assurer qu'ils vont retrouver leur couleur un peu dedans. T'sais. Mais tu sais aussi, il y a beaucoup de gérants d'estrade, comme le Canadien de Montréal, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Hey, ce serait bon de mettre tel joueur avec tel joueur, puis de faire tel... » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont s'ouvrir une bouteille de vin le vendredi soir puis ils vont essayer de refaire le monde. Il y en a qui sont dans l'action. Pierre, tu es un gars dans l'action. Tu fais pas juste parler, là. Mais quand tu faisais référence tantôt au Québec, tu dis le Québec, mettons, au niveau des jeunes, au niveau sportif, puis là, tu parles au niveau éducation, tu as parlé des 4 sujets, puis tu dis le Québec s'en va pas à bonne place nécessairement, le Canada non plus. Tu fais référence souvent aux pays scandinaves. On entend souvent ça. Tu sais, d'un pays scandinave, eux autres. On en parlait l'autre jour, je disais c'est toujours les pays scandinaves. Mais il y a eu un temps où on disait les Américains, ils l'ont l'affaire. Mais là, à cette heure, c'est les pays scandinaves, eux autres, ils l'ont l'affaire. T'es-tu tanné, toi, d'entendre ça? Moi, je suis découragé. Moi, j'ai fait une réflexion là-dessus, puis j'explique que les pays scandinaves, pourquoi on s'identifie à eux? C'est vrai qu'ils sont socialistes. Nous, au Québec, là, Gérard Bouchard, qui est le frère de Lucien Bouchard, un ancien premier ministre, un grand sociologue démographe qui écrit souvent dans la presse, qui a fait les économies raisonnables, c'est un ami personnel. Il reste dans mon quartier. Puis Gérard a fait des études qui sont sorties l'an passé avec les universités américaines et canadiennes et a démontré que le Québec était la société la plus égalitaire en Amérique. Ah, fantastique. Pourtant, le Québec a pris aussi ce virage du néolibéralisme et du capitalisme comme les autres. La différence au Québec, quand un Québécois réussit, il veut partir des programmes pour aider les autres. C'est pour ça qu'on paye plus d'impôts au Québec et c'est pour ça qu'on a autant de programmes. Parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on n'était pas instruits. Puis il y a un grand premier ministre en 1960 qui a décidé, qui s'appelait Jean Lesage, de construire 454 écoles au Québec pour éduquer les Québécois, une fois pour toutes. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée dans les meilleurs ingénieurs en aéronautique au monde, dans les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle, dans les meilleurs médecins au monde après les Américains. Quand on regarde le C-Series qui vole dans le ciel, qui est devenu l'Airbus 220, c'est des Québécois qui l'ont construit. C'est considéré comme le meilleur appareil commercial qui vole sur la planète. Les Québécois ont été instruits maintenant. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'éducation. Donc, quand arrive une situation, on se dit, comment on fait pour faire grandir notre société? Moi, je ne voudrais pas devenir comme les Américains. Quand il y en a quelques-uns qui atteignent le haut de la pyramide parce qu'ils ont été bien instruits, au Québec, c'est le cas présentement. J'espère qu'ils ne se construiront pas un mur de 6 pieds de haut avec une gate devant puis un gardien, qu'un golf au centre, puis il y a juste les riches qui rentrent à l'intérieur puis les pauvres qui restent à l'extérieur. Ça, c'est les Américains. C'est pas les Québécois. Au Québec, on sait d'où on vient, puis quand on réussit, on essaye de payer plus d'impôts qu'ailleurs, puis partir des programmes parce que c'est une société qui est en train de s'anticiper puis de conquérir le monde, je dirais, au niveau... On n'a plus rien à dire à personne. Domaines, effectivement. C'est l'éducation qui a fait la différence. Donc, c'est pour ça que je suis impliqué avec le Lab École, avec Ricardo et Pierre Thibault. On doit investir à rebâtir et reconstruire toutes les écoles du Québec, primaires et secondaires. Le gouvernement, aujourd'hui, fait des annonces, là. J'attendais, ça va sortir tout à l'heure. On va investir des millions. Puis avec le Lab École, on a provoqué le changement. Je parle le crédit, mais moi, je le sais. Le Lab École, on s'est amené, on a regardé les écoles scandinaves en disant, eux ont commencé il y a 25 ans, ils ont fait des bons coups, des mauvais coups. Au Québec, c'était fait des choses, au Japon aussi. On a regardé au Québec, comme le C-Series, le même modèle. OK, on va s'arrêter, on fait un temps d'arrêt, on consulte tout le monde, les parents, les enfants, les enseignants, les directions d'école, les municipalités, les gens dans le quartier. Maintenant, quel genre d'école on veut aujourd'hui? Puis voici les besoins des enfants d'aujourd'hui et les besoins des enseignants qui vivent dedans aujourd'hui. Donc, on est passé de 9 mètres à 12 mètres d'espace. Et les écoles, bien entendu, coûtaient beaucoup plus cher. On s'est fait critiquer là-dessus. Je m'en foutais totalement. Le journaliste, il me dit, tes écoles coûtent cher. Cher! Une école de 300 élèves, le flambant neuf, ça coûte 15 millions. Une école, c'est bon pour 50 ans. 300 élèves qui vont pendant 50 ans dans une école, ils vont 200 jours par année, là, ça fait 5 piastres par jour. Est-ce qu'au Québec, on est capable d'investir 5 piastres par jour par élève là, pour que nos enfants aient un endroit extraordinaire pour recevoir de la pédagogie, puis aimer l'école, puis un enseignant livrer sa matière? Hey, on n'est plus capable, on n'a pas de gymnase, on n'a pas de gymnase acoustique, on n'a pas de place pour les faire manger, on n'a pas de service de garde, ils sont empilés comme des... Hey, écoutez, là, c'est ça qui a fait que le Québec s'est élevé. Réinvestissons massivement en éducation. Et qu'est-ce que tu viens faire?
Donc, Impact sa santé direct. moi, tout ce que je veux, là, je veux qu'on relance l'économie sur l'éducation. Pourquoi? C'est que tu fais une pierre deux coups. Je veux pas qu'on construise des nouveaux ponts puis des nouvelles routes. On n'en a pas besoin. Qu'on refasse nos écoles, là, parce que c'est ce qui a fait que le Québec s'est élevé. Et on va faire une pierre deux coups. On va investir dans l'économie et on va investir dans l'éducation. C'est le meilleur endroit que tu peux pas investir. Et refaisons une nouvelle révolution tranquille, une légère révolution tranquille, et élevons encore notre société encore plus haute, là. Ben, c'est ça ma vision des 20 prochaines années. Puis j'espère que les gouvernements verront, puis ceux qui auront le courage, puis ça prend des leaders qui les disent, ces choses-là, qui les affirment. Puis si nos enfants arrêtent de bouger au secondaire parce qu'il y a des systèmes de bannières dans le gymnase qui les benchent au volleyball, au basketball, puis au soccer, parce que la petite fille manque son service une fois sur deux, on peut plus accepter ça, parce qu'un enfant sédentaire, c'est une catastrophe pour lui, c'est une catastrophe pour la société. Donc, faisons comme les Scandinaves, qui ne font aucune compétition avec 14 ans dans aucun sport. Eux, ils prennent le temps de faire plein de sports aux jeunes, ils développent des compétences plutôt que de développer de la performance, et eux, les données nous montrent que 84% de ces jeunes restent actifs toute leur vie. Nous, en plus de créer 80% des jeunes sédentaires au secondaire, le 20% qui continuent, la moitié abandonnent après le secondaire 5, ne font plus jamais aucun sport. Notre modèle, il est pas bon. Puis on continue à le nourrir. Et que voulez-vous, le sport-études, là, ça date de l'ère soviétique. Il n'y a plus rien que le Québec qui fait ça, là. Le sport-études monosport, ça ne devrait plus exister. Le sport-études multisport, ça devrait être la voie. Donc, organisons-nous là, pour créer des bons environnements pour nos enfants. Puis on les a, les données. Là. Ils sont toutes là. Les chercheurs nous les donnent, mais on continue à imiter le modèle américain qui est axé sur l'exclusion. On veut ramasser des bons pour les concentrer puis sortir des champions. Les Américains gagnent des médailles aux Jeux de Rio. Là. Ils en ont gagné 132. Là. C'est le pays qui en gagne le plus. Mais c'est également la société la plus obèse au monde. Donc, c'est pas les médailles qui fait qu'une société bouge. Donc, arrêtons d'imiter les Américains. Là. C'est pas le bon modèle. Donc, moi, mon modèle, c'est le modèle du Québec. Un beau hybride socialiste, capitaliste, un beau hybride des deux. On peut pas être les pays scandinaves. On peut pas être les Américains. Mais on peut être un peu des deux. C'est ça notre. Il y a comme un tabarouet de beau potentiel. Ce que tu dis, c'est qu'on est assis sur une mine d'or. Ben, moi, je dis aux gens, quand vous ne connaissez pas le Québec, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, là, d'abord, tu l'amènes avec toi, tu l'élèves à 40 000 pieds dans les airs. Là, il te dirait, hey, vous êtes chanceux, les Québécois. Vous êtes placés juste au début du continent. On aurait pu être en plein milieu du Canada, le Québec. Là. Non, on est au début du continent. Donc, les bateaux arrivent chez nous en premier, puis les avions. Puis en plus, on a un fleuve creusé naturellement qui aurait pris des milliards d'années pour nous amener à la ville la plus populeuse de 4 millions d'habitants, Montréal. Puis quand on regarde de plus près, on a 2 ressources naturelles renouvelables. Il y a des pays qui en voudraient une. On en a 2, dont l'eau, la plus importante de sa planète. Quand on regarde de plus près, on forme dans les meilleurs ingénieurs au monde, dans les meilleurs médecins au monde. Quand on regarde dans nos écoles, les enfants maintenant apprennent à parler 2-3 langues. On est la seule entité en Amérique qui peuvent communiquer avec les Américains, les Canadiens et les Européens. Hey, quand tu as tous ces atouts-là, là, c'est quoi notre problème? Et c'est quoi notre problème? Là, le COVID, c'est une niaiserie là, par rapport à tout ce qu'on a à faire, c'est faire un beau plan de match sociétal, puis allons de l'avant, puis nos leviers, on les connaît, misons sur l'éducation, puis... Dans ce que vous décrivez aussi, c'est comme si on a encore les blessures du complexe là, de l'infériorité qui est Je pense que les nouvelles générations l'ont plus. Ça, c'est terminé. Ça a commencé avec ma génération, et là, les nouvelles s'en viennent, puis ces modèles-là, c'est le multi-ethnie. Accueillons le monde au Québec. Là. Excusez, là, mais... On est privilégié d'habiter ici. Là. On a tout ce qu'il faut. Là. Puis quand on est gâté pourri, là, comme on l'est, là, ben, quand il y a du monde qui a de la misère sur la planète, là, c'est pour ça que la chancelière allemande a accueilli 1 million de personnes d'immigrés pendant que personne ne voulait les avoir. Écoutez, on est loin de l'Allemagne nazie. Là. On parle de la période de la Syrie, puis les gens qui se présentaient. Elle se faisait appeler maman. Puis elle n'a pas eu facile avec ça. Là. Mais c'est ça qu'il faut faire. Oui, on a des préjugés sur toutes sortes de religions, mais la génétique nous rappelle qu'on est tous égaux. Savez-vous, c'est quoi la différence génétique entre une souris et un humain? Non, je vous écoute. Ben, une souris, là, premièrement, une mouche, elle possède 90% de notre bagage génétique d'un humain. Une souris possède 98% du bagage génétique d'un humain. Imaginez la différence entre un noir et un blanc. Ben, il n'y en a pas. Pourquoi on en fait? On a un gros problème, sa planète. C'est une bonne citation, ça, pareil. Donc, la génétique nous rappelle qu'on est tous égaux. Mais il y a des gens qui ont avantage à créer des classes pour dominer. Puis ça, je pense que le Québec, il faut qu'il prenne garde là-dessus. Y en a-tu des statistiques en 10 minutes? C'était incroyable, ça, ce bout-là. My God, c'est le bout le plus profond qu'on a eu depuis le début au Sportcaster. Puis ça m'inspire beaucoup parce que c'est une critique sociétale, mais constructive dans le sens qu'on sent que vous y avez réfléchi. Puis, tu sais, ce qui ressort aussi, puis Sébastien l'avait amené, c'est que vous consultez. Ça semble être un mot d'ordre de dire on va aller voir les bonnes personnes, poser les bonnes questions. C'est pas basé sur
une opinion qui s'est formée en observant nécessairement seulement. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que la notion de leg semble très important. Fait que, tu sais, pour nous autres, notre génération, c'est fantastique d'entendre ça. Tu sais, moi, je veux dire, en tant que policier, ce que j'observe aussi, c'est que les gens qui utilisent le système de santé, qui en ont nécessairement besoin, c'est des gens qui n'ont peut-être pas eu accès justement à une éducation de qualité à plein de niveaux, que ce soit les connaissances, l'alimentation. C'est pas de leur faute. Des sphères importantes. C'est pas quelque chose qui a été développé, comme on a dit dans le coffre à outils, dans les 300 outils, si on le dit ainsi. Pierre parlait de persévérance. C'est clair que c'est persévérant. Persévérance et impatience. Wow. Tu dois être impatient parce que des fois, un gars qui veut changer le monde, en fait, tu veux changer... Je suis impatient devant la médiocrité puis devant le non-jugement. Moi, je suis un gars de gros bon sens. Tu sais, je viens d'un village... Puis là, toi, quand ça devient clair dans ta tête, puis que tu t'en parles, hein, puis que tu fais comme tu dis, tu fais des citations incendiaires, des choses comme ça, tu veux que ça bouge. Puis là, devant toi, il y a des journalistes ou il y a des politiciens ou il y a des gens qui te disent « Non, Pierre, on peut pas faire ça ». Quand tu te fais dire « On ne peut pas », qu'est-ce qui se passe? Premièrement, c'est parce que j'ai pas été assez convaincant, tout simplement. Je m'argumente, je reviens. Je suis allé 3 fois pour le dépistage, j'ai maladie héréditaire de ma région, je me suis fait dire 2 fois non par le gouvernement. Puis quand tu traverses le parc de Laurentides, tu fais 200 km d'épinette, tu réfléchis parce qu'il n'y a pas de distraction. Puis, à part les gars de la SQ, là. Ouais. Mais donc, après ça, tu dis, OK, tu reviens plus argumenté, puis ça finit par passer. T'sais. Puis d'abord, c'est le gros bon sens. Puis ça vient vous chercher. C'est gros bon sens. C'est pour ça que tu as autant de contenu que ça. C'est que probablement que tu es à la recherche de convaincre des gens. Ouais. Et tu le sais qu'on convainc pas les gens juste parce que on s'appelle Pierre Lavoie. Ah non, quand j'ai rencontré le sous-ministre Michel Bureau à Québec, je disais pas j'ai perdu 2 enfants, je fais pitié puis je devrais faire un dépistage. Là. Non, j'arrive avec des données probantes en génétique. Une personne sur 21 porteur d'acétose lactique, une personne sur 21 de la tyrosinémie, une sur 22 de la polyneuropathie, une sur 22 de l'attaque sur la voie Saguenay, une personne sur 15 de la fibrose kystique. Puis je donnais les statistiques, les données, puis il y a une personne sur 4 porteurs dans la région. Les gens ne le savent pas. Puis je vous le dis, on a un problème de santé publique. Les éthiciens, ils veulent pas qu'on avance. Là. Ils trouvent que c'est non éthique de dépister, mais moi, je pense que c'est non éthique de ne pas dépister. Je les virais à mon avantage, puis finalement, ils sont allés de l'avant. Aujourd'hui, on a réussi à le faire quand c'est le gros bon sens. Puis tu es convaincu, puis tu le fais pour les bonnes raisons. Moi, j'ai aucun problème d'aller à la guerre, puis me battre. Donc, tu rallies les gens. À coup de données, d'informations que tu dois te nourrir, parce que tu peux pas dire n'importe quoi. Ben, à force d'avoir des données, de l'information, pour ça, la personne devant toi, excuse-moi, tu l'as désarmé. Après ça, c'est le gros bon sens qui prend sa place. Mais quand tu étais mécanicien, là, dans ton début de vie, là, chez Alcan, ça? T'étais-tu de même? Mécanicien, ben, tu vois-tu, là, ça, ce que j'ai aimé, ce passage-là dans ma vie, très important, c'est le client est important. C'est ça, j'ai compris que après sa femme, la chose la plus importante dans sa vie, c'est son char. Wow! Donc, si t'en prends pas garde, tu vois ça. Non, sérieux. Non, je comprends. Là, tu comprends toute la psychologie humaine. Puis après ça, en même moment, j'étais moniteur de conduite automobile. C'est pour ça que le code de la route, je le connais par cœur. Puis les statistiques routières. En 1974, il y avait 2200 morts sur les routes du Québec. Aujourd'hui, il y en a 311. En tout cas, c'est des choses qui m'intéressent. C'est les bonnes stats, les gars. C'est les bonnes stats, je les connais. Oui, puis moi, c'est des choses qui m'intéressent parce que quand tu viens parler d'un sujet, tu le maîtrises en général. Puis si tu arrives pour amener un changement où il y a un illogisme dans quelque chose, tu es capable de l'argumenter pour le changer. Ouais. Là, tu dis, OK, maintenant que tu acquiers un pouvoir, comme la semaine passée, j'appelle le responsable chez nous du ministère des Transports, je peux appeler le gars en bas, mais c'est sûr, il disait non, tout le monde disait non. C'est beau, j'ai pris la mairesse, puis on a appelé le directeur du ministère des Transports, on a dit, c'est le pouvoir Sainte-Geneviève, là. Vous êtes en train de le réasphalter, c'est un 2 voies. Je vous donne une idée, vous devriez rapetisser les voies d'un pied, personne ne va s'en rendre compte, vous avez dégagé 4 pieds sur le côté. Il y a 15 000 personnes qui sont prises en otage à cause de ce boulevard-là. Maintenant, on va le rendre sécuritaire par les vélos. C'est une très bonne idée. Fait qu'ils l'ont fait. On a fait la même chose, ça a pris un coup de téléphone, tu utilises ton influence, puis là maintenant, tout le monde est content, les vélos sortent, et on vient de sécuriser 5 km hyper dangereux en changeant la ligne de place. Puis là, ça, j'ai pu exercer mon pouvoir pour les bonnes raisons. Puis c'était le gros bon sens. Mais moi, je surveille à chaque fois qu'ils font de l'asphalte, là, OK, où ils sont, j'appelle, tasser les lignes, on fait modifier la route pour
que tout le monde puisse en profiter. On paye des millions à refaire des routes. Si tu veux des Puis bons on les veut seulement pour les autos. Tu piques son téléphone là-dedans, il doit en avoir un paquet de numéros. De gars importants. Non, mais ça doit être le même. Hydro-Québec, direct à... Ben, tu sais, mon expérience de vie, mécanicien, moniteur de conduite, opérateur d'usine, pompier, chauffeur de vanne, j'ai fait plein de métiers. Après ça, vulgarisateur scientifique en génétique, tout le monde médical, puis aujourd'hui, organisateur d'événements. Puis tout ça, là, c'est de l'expérience que tu prends partout. Puis quand tu arrives dans des sujets, t'as pas mal toutes les angles. Tu vois pas mal, ça, tu vois pas mal toutes les angles. T'es capable d'argumenter pour faire changer un sujet. Là. Voilà un exemple, OK? Puis ça, c'est des affaires bien drôles. On fait toujours la course au secondaire, chaque année, entre Québec et Montréal. La course au secondaire? La course à pied? Montréal-Québec? Non. Ben, ça, c'est 150 écoles secondaires qui font la course entre Québec et Montréal. Puis tout à coup, on nous dit au ministère des Transports que c'est terminé, c'est trop dangereux, les autobus. Ils ont un ingénieur au ministère des Transports, un expert qui vient dans une réunion, puis je ne pouvais pas être présent en personne. Tu es au téléphone, c'est encore plus difficile de convaincre. Puis mon équipe est là, puis il dit on ne peut plus doubler, les autobus qui se doublent, c'est dangereux. Ben là, c'est parce que quand il y a des coureurs plus lents, ben, par sécurité, on double tout doucement. Non, c'est interdit. Puis on a regardé le parcours, il y a des lignes doubles, c'est interdit de doubler, on pourrait vous le permettre peut-être sur les lignes pointillées. OK, là, moi, j'écoute. Puis là, tout le monde sont déstabilisés. Je dis, monsieur, excusez, j'étais moniteur de conduite pendant des années, là. Et la Sûreté du Québec nous accompagne tout le long et diminue la vitesse du tronçon sur 10 km à 15 km/h. Si on allait refaire les lignes sur ce tronçon de 90 à 15 km/h, les lignes pointillées seraient un peu plus longues. Et donc, votre schéma que vous nous amenez ne compte pas du tout. Là, il y avait un gars de la Sûreté du Québec qui était là puis qui écoutait. T'sais. Donc, premièrement. Puis ensuite, vous savez, quand vous nous parlez de dépassement, c'est pas un dépassement, c'est un contournement. C'est très différent. Un dépassement, les deux véhicules roulent. Nous, quand l'autobus double, l'autre autobus, il y en a une qui est arrêtée. Donc, c'est un contournement. Et dans un contournement, il faut juste s'assurer que c'est sécuritaire et on peut le faire. Donc, je recommande que c'est des contournements et les lignes où vous voulez qu'on dépasse, ben, je pense qu'ils sont pas bonnes. Finalement, le gars de la Sûreté du Québec m'a dit, Pierre, OK, je suis rassuré. On continue dans le même modèle. Wow, j'aurais aimé ça, cette réunion-là. C'est pas fantastique. Fait que l'ingénieur, il s'est fait déboulonner. Ça n'a pas été long, mais c'est parce que il voulait nous bloquer, puis ça n'avait aucun sens. Hey, ça fait 8 ans qu'on le fait, il n'y a jamais eu d'accident, on est hyper sécuritaire. Tout à coup, tout est dangereux. Wow, excusez, là. Des fois, on va argumenter un peu. Tu sais, les traditions, on le fait de même, ça a toujours été de même. Pourquoi qu'on changerait ça? Ça va bien, là, on est... Tu sais, tu déranges du monde, puis quand tu déranges des gens, veux pas, c'est que ça... Tu sais, il y a... Ben, nous, on le faisait pour les enfants, tu sais, je trouvais qu'on annulait l'événement. Il y a des jeunes qui se préparent depuis 6 mois, puis parce que pour certaines choses que moi, je trouvais non valables, ben, finalement, on avait raison, là, puis... Quand tu as raison, faut que tu fonces, puis il faut que tu avoues tes convictions. Mais c'est parce que des fois, tu penses que tu as raison, mais il faut que tu aies de l'argumentaire. Parce qu'il faut que ce soit le gros bon sens. Là. Le gros bon sens devrait toujours l'emporter dans la société. Puis une question de même pour les gens qui pensent que, mettons, dans l'Écolab, là, qui est la nouvelle école de demain, que vous voulez mettre en place, que vous allez mettre en place, le monde doit penser que toi, c'est la portion sport, mais quand tu es autour d'une table, tu dois parler d'un paquet de sujets au niveau éducation. Ah, ben oui. C'est pas juste le sport. Moi, cette expérience, premièrement, le côté architecture, j'avais beaucoup de connaissances là-dedans. Et là, je suis allé chercher toute une expérience. On a eu les meilleurs architectes qui ont déposé 160 projets de maquettes, puis ils se sont challengés dans des soirées. Là, tu nourris, là. Là, tu comprends tout ça. À tout ça, là, toi, là. Tu t'intéresses pas à ça, ben là, pourquoi tu as pris ce projet-là? Après ça, tu t'intéresses à Ricardo, qui est le côté potager, cuisine. Là, tu comprends toute la dynamique éducative dans quand tu apprends la cuisine, tu fais des maths, tu fais de la géo. Tu fais des sciences, tu fais tout, là, tu sais. OK, donc on peut intégrer de la pédagogie en apprenant à cuisiner aux enfants. Puis l'autre Pierre et Ricardo se sont-ils intéressés aussi à ton bout à toi? Ah ben oui, on n'a pas le choix parce que quand on conçoit un gymnase, il faut le concevoir. Moi, j'amène les problèmes. Pas acoustique. On ne s'entend pas parler d'un gymnase, c'est cacophonique. Ça, c'est un problème quand tu passes une fin de semaine là-dedans quand tu es prof d'éduc ou un enfant. Deuxième, il n'y a pas de rangement. Troisième, il n'y a pas de lumière naturelle. Il faut régler ce problème-là. Puis il n'y a pas assez d'espace quand les jeunes jouent. Il n'y a pas assez d'espace quand on veut assister au match. On a tout réglé ça. Donc maintenant, les nouvelles normes changent. Les décibels vont passer de 115 à 70. Et tout ça va changer. Là. Tous les modèles vont être refaits. Là. Aujourd'hui, ils vont faire les annonces. Là. C'est des milliards à refaire les écoles du Québec. Ça, c'est structural. Mais tantôt, tu parlais de vision puis de changement plus profond que ça au niveau de comment le jeune devrait faire du sport au Québec. Ah ben c'est ça. Donc, une fois que je donne les outils, OK?
je te donne un meilleur environnement. Il faut que la pédagogie vienne suivre. Si toi, comme enseignant, tu ne changes pas ton modèle pédagogique, ça ne donne rien de te donner une classe. Les installations nous sauveront. Si je te donne une classe flexible, mais toi, tu aimes ça être en rangée d'oignons, tu reparques tes pupitres un derrière l'autre, ça ne m'a rien donné de te donner le meilleur environnement pour changer ton approche. Donc, on est là-dessus présentement. C'est quoi les grandes lignes là, qu'on devrait changer au Québec pour faire en sorte qu'on a moins de sédentaires et qu'on veut moins copier le modèle américain, justement? Le plaisir. Oui, exactement. Les Scandinaves, puis ça, là, j'aimerais ça que tous les parents le retiennent, puis ceux qui écoutent le retiennent. Puis c'est les Scandinaves qu'on a découvert. Écoutez, il y a des gens qui ont commencé avant nous. On peut-tu leur demander comment ils ont fait les choses? Parce que quand on regarde les résultats, ils sont très bons. Puis des choses qu'ils n'ont pas bien fait, bien, ils nous le disent. On ne le répète pas, c'est tout. Donc, eux ont découvert que qu'est-ce qui motive un enfant, un adolescent, un adulte et une personne âgée à être motivé tous les jours à aller bouger? C'est pas 4 affaires, c'est pas 5. C'est 2 choses simples. Le plaisir et les amis. Si tu as du plaisir avec tes amis, tu veux toujours y retourner. Et ça, le plaisir avec tes amis, c'est avoir du fun en gang. Mais dès que tu amènes un élément performance, il y a un enjeu. Bannière. Ah, la petite fille, on a beaucoup de fun avec elle, mais nous, on a moins de fun parce qu'on ne gagnera peut-être pas la bannière. Clac. Elle se fait bencher. Là, elle, son estime d'elle diminue, sa confiance en elle diminue, puis elle n'a plus de fun. Fait qu'elle démissionne. Et c'est ce qu'il voulait, elle nuise à l'équipe. Parce qu'il t'a amené un enjeu. Il y avait une étude qui est sortie justement la semaine passée. Quand il posait la question aux enfants, là, c'est quoi qui les motivait justement quand ils font du sport? Qu'est-ce qui les motivait? Bien, sur 80 éléments... Okay, la victoire, t'arrives 40e. Ça arrivait 45 ou 48e. Ça, c'est la Suède avec le rapport au hockey qui est fantastique. Ouais. Là, tu te dis, OK, là, ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on veut comme société? D'abord, il faut se poser la question. On veut-tu des médailles au jeu? Ou on veut une société à meilleure santé? Moi, je sais pas. Moi, il me semble que c'est évident. L'obésité a triplé les 20 dernières années. On a des problèmes de sédentarité. Le COVID est venu nous empirer. Les iPads, les téléphones. On ne les enlèvera pas, ces choses-là. Ils sont là. Il faut faire avec maintenant. La motivation d'un jeune, c'est quoi? Si en plus, tu instaures dans les écoles trop jeunes des systèmes de comparaison, d'évaluation et de mesure, tu en décourages de 3/4. Pour qui? Ben, pour nourrir l'ego de l'entraîneur. Parce que qu'est-ce qui gère le sport dans les écoles? Puis là, je parle pas aux enseignants en passant. Les enseignants font une bonne job. Là. Eux sont bien formés, les profs d'éducation sont bien formés. Il n'y a pas de problème. C'est les organismes qui rentrent dans les écoles, qui se donnent le mandat de faire bouger les jeunes, de venir en support aux écoles, qui sont le Grand Défi Pierre Lavoie, qui sont Filles Actives, qui ont le RSEQ. Il y en a d'autres, là. Il y en a là-dedans qui ont des intérêts. C'est des grandes corporations, puis ils ont des intérêts à nourrir des systèmes. Et derrière eux, c'est bien entendu que si ces fédérations ne gagnent pas de médaille aux Jeux olympiques au Canada, aux prochains Jeux olympiques, donc le Comité olympique canadien va leur couper 50% de leur budget. C'est ce qui est arrivé à Alpine Canada, parce qu'Harry n'est pas allé aux Jeux et n'a pas gagné de médaille. C'est ce qui est arrivé en ski de fond. Ça fait couper 50% de leur budget parce qu'Alex Harvey n'a pas performé aux Jeux. Le sport, l'argent est allé au sport de pirouette. Il n'a pas performé. Hein? L'argent est allé au sport de... quatrième. Puis l'argent est allé il a performé, mais il n'a pas été sur le podium. Oui, mais l'argent est allé au sport de pirouette, qui nous fait gagner beaucoup de médailles, mais qui fait quand même pas bouger beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, quand je dis revoir le système, moi, je dis aux gens, j'ai une affaire très simple à dire aux gens, laissez les enfants à 20-14 ans, laissez-les tranquilles, laissez-les développer leurs compétences, et la performance doit venir après. Et toutes les médailles qu'on a gagnées aux Jeux de Vancouver, le Canada, on a gagné 14 médailles d'or. 13 de ces médailles, c'était des sports que les jeunes ne faisaient pas quand ils étaient tout petits. Donc, c'est toujours le multisport qui fait un meilleur athlète. C'est jamais le monosport. Donc, c'est pour ça que le sport-études doit s'arrêter dans le monosport. Je sais que les parents disent « mais la gymnastique, il faut qu'il commence à 3 ans. » Mais depuis quand la gymnastique doit commencer à 3 ans? Ah, parce que Nadia Comaneci est venue, vous avez vu le reportage américain. C'est elle qui est venue tout biaiser ça. Elle est arrivée, elle avait 12 ans, 13 ans, puis elle a gagné. On dit « OK, là, il faut que tu aies un petit corps tout petit, pas développé pour faire de la belle gymnastique. » Hey, là, excusez, là. Bon, il y en a combien de ces jeunes qui bougent plus tard? Posez-vous la question. En natation, là, ceux qui nagent dans les clubs de natation, dans toutes les villes au Québec, là, il y en a qui nagent là, 7 fois semaine. Là. Tous les jours. Il y en a qui nagent jusqu'à 14 fois semaine pour performer, pour amener des petits rubans à leur club. Il y en a combien de ces jeunes qui continuent de nager après le secondaire 5, d'après vous? Il n'y a pas en avoir beaucoup. Pourcentage? 2%. 2%? Oui, puis vu qu'ils ont juste une littératie physique dans l'eau, ils sont inhabiles sur terre. Donc, ils n'iront pas, puis ils sont compétitifs, ils n'iront pas dans un sport où ils paraissent mal, il fait qu'ils décrochent du sport. Tu crées des sédentaires parce que tu amènes la performance pour l'enjeu d'un club, d'une ville qui veut rayonner ou d'une école qui est en compétition contre l'école privée au public à côté. Puis plus on aura de bannières dans le gymnase, plus on rayonne. Ben moi, je dis aux gens, derrière chaque bannière, il y a eu de l'exclusion. Plus il y aura de bannières dans votre gymnase, moins il y aura de jeunes qui bougent dans votre école. C'est incroyable, hein?
Mais c'est vrai que, tu sais, je suis obligé de dire que je me ramène à mes expériences personnelles, secondaires, tout ça, c'est concret, là. Tu sais, c'est des choses qu'on entend régulièrement, là, tu sais, les expressions de couper le banc, les formations aux coachs de hockey pour essayer de changer les mentalités. C'est vrai que le rapport à performance, il est là. Puis, tu sais, la Suède a amené cette discussion-là, surtout au rapport au hockey, parce qu'ils veulent que les jeunes continuent à jouer, tu sais, de dire on va couper la glace, on va jouer du 3 contre 3, on va enlever les scores, on va enlever les statistiques, les meilleurs pointeurs. On les fait jouer dans toutes les positions. On les fait tout pour essayer. développer leur littératie physique. Puis j'aimerais dire aux parents, vous savez qu'un enfant, là, la littératie physique, là, c'est la science des mouvements. Donc, lancer, botter, frapper, culbuter, tout ça. Et tout ça, ça se développe avant 12 ans. Donc, quand vous faites des plaintes à l'école parce que vous trouvez que la butte de neige est dangereuse, là, vous venez d'enlever l'élément principal de plaisir d'un enfant. Fait que nous, on a fait des études au lab école, OK? Et quand on regarde le 3/4 de l'année scolaire, c'est l'hiver. Okay? Et quand on pose la question aux enfants, à quel endroit que vous aimez le plus être à l'école? Ils nous répondent quoi? Être dehors. OK, c'est... J'ai dit, Pierre Thibault, tu te fais le derrière à faire des belles écoles. Quand les enfants, ce qu'ils aiment le plus, c'est dehors. Puis quand on pose la question aux enfants, quel endroit à l'extérieur, qu'est-ce que vous aimez le plus faire? La première position, c'est quoi? Se glisser. Ça, là, c'est l'affaire 1 à l'école, là, se glisser. Mais à Montréal, on enlève toutes les buttes de neige parce qu'on a peur que les gens se blessent. Puis une butte de neige, ça coûte rien en passant. Là. Ouais. Parce que le gars qui passe la charrue, là, il te fait une belle butte, il serait bien content de la faire pour tout le monde. Là. Et c'est ça qui développe le plus la littératie physique des jeunes. On se prive de quelque chose qui va faire... Si votre enfant ne développe pas sa littératie physique avant 12 ans, il sera imbécile toute sa vie. Le vrai mot, c'est inhabile. Ben, moi, j'aime mieux dire imbécile, les parents comprennent un peu mieux. Pierre, c'est le bout où il faut que je m'excuse, mais c'est juste qu'on va faire une petite pause. Alors, guys, on vous revient dans quelques instants. Et là, il y a l'argent là-dedans. Tu parlais de hockey. Là, oui. Je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'être goaler, ça coûte plus cher que d'être on en parlait que défenseur. C'est ça aussi. Puis tu sais, c'est pas une critique là, que je veux vous faire, mais il faut que je vous la pose la question. C'est que le rapport à l'équipement, parfois, vous en avez parlé dès le début. Tu sais, comme quand je voyais les débuts des tours de vélo, je me disais, mon Dieu, c'est pas accessible. C'est pas accessible. Le rapport à l'équipement, tu sais, il y avait une étude qui avait démontré que le Québec, au niveau des gardiens de but, fin 90, début 2000, on était l'élite mondiale en fabrication de gardiens de but, que ce soit pour l'équipement et que ce soit pour les performances. T'sais. Là, on revient à ça malheureusement. Mais ce qui est suivi, c'est que les parents étaient plus capables de payer l'équipement de gardien de but. Donc, il y avait de moins en moins de bons athlètes qui allaient se diriger, même s'il y avait de l'intérêt à jouer à cette position-là. Ça, moi, c'est vraiment le bout que j'ai le plus de malaise. Moi, j'ai déménagé le 13 août 1976, le vendredi 10h le matin, dans Saint-Jean, mon village. J'avais 12 ans. Puis, je voulais jouer au hockey. J'avais joué dans mon village une année parce qu'ils nous prêtaient de l'équipement au village. J'ai joué une année, puis oui. Quand je suis arrivé à la baie, ben, ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter un équipement parce qu'on était sur l'aide sociale. On vivait dans un HLM avec 4 enfants. Le transport, tout ça. Donc, j'ai pas pu jouer au hockey parce que ma mère n'avait pas les moyens de m'inscrire dans un club et elle n'avait pas d'argent de m'acheter un équipement. Donc, le hockey, c'est le sport le plus discriminatoire qui existe. Notre sport national, c'est un sport d'exclusion. Excusez, là. C'est un sport que si tu as de l'argent, tu vas jouer. Si tu as du talent, peut-être que si tu as un peu d'argent, tu vas passer à travers. Donc, notre sport, c'est pas un sport d'inclusion. C'est un sport d'exclusion. T'sais. Donc, puis c'est pas fun d'entendre ça, mais c'est une réalité. Pourquoi il n'y a pas autant de jeunes qui jouent? Ben, c'est parce que ça coûte une fortune jouer au hockey. Excusez, là. Le rapport au soccer a complètement changé, puis c'est sûr que ça a joué là, pour ça. Ah oui, puis ce sport-là, vous avez vu le soccer, comment est-ce qu'il est en croissance? Tu parles de ça en 76, mais je veux dire, en 2020, le bâton... qui est en graphite versus le bâton de bois qu'on avait avant. Ça a juste plus de bon sens. Aujourd'hui, évidemment, le vélo, nous autres, on connaît ça beaucoup. Là. Puis, tu vois des jeunes 10 ans arriver avec un vélo à 5 000, 10 000 $, électronique, etc. Quand j'avais le club, mon club de vélo, je l'ai encore aujourd'hui, là, mon club Acidose Lactique, pour promouvoir ma cause. Puis, c'est encore un des plus gros clubs de développement de vélo au Québec. Puis, moi, j'avais interdit de faire de la compétition à 14 ans. Puis là, on était en 2004, là. Là, j'avais déjà cette vision à l'époque. Les parents, ça criait fort. Il fallait qu'ils signent une décharge s'ils voulaient que leur enfant fasse de la compétition. Moi, c'était interdit. Avant 14 ans, amusez-vous. Ayez du plaisir avec vos amis. Allez pédaler dans la boîte avec un club de route et de montagne. Et on m'avait prédit que j'aurais pas beaucoup de jeunes. Mais à une année, j'en avais 250 en route et montagne. Okay? Puis c'est encore ça aujourd'hui, autant que ça. Là. Puis j'avais des valeurs. Je leur disais qu'on va développer des élites de la société en développement de la persévérance, la discipline puis le respect. T'sais. C'est pas les médailles. Donc, encore aujourd'hui, mon club de vélo montagne, 75% ne font pas de compétition. Ça entraîne 3 fois semaine.
avec du fun. Puis mes entraîneurs Wow. aujourd'hui, là, c'est ces jeunes-là. C'est pas mes performants, c'est mes jeunes qui ont eu du fun, qui reviennent entraîner les autres qui ont du fun. Tu sais. Puis qu'est-ce que je fais? Ben, je fais de la santé publique. Puis ces jeunes-là apprennent des habiletés motrices, puis ils vont probablement être actifs toute leur vie. Mais ceux qui sont allés vers la performance, ben, il y en a plusieurs qui font plus rien. C'est fou, hein? Donc, les mettre trop tôt sous la pression, ses parents, quand monter sur un podium, là, moi, j'ai monté souvent sur des podiums, là, c'est tout qu'un triple. Là. Imaginez quand tu montes un jeune sur un podium à 7 ans. C'est l'engrenage qui est pris. Et là, après ça, c'est dur de sortir de ça. Fait qu'on fait faire de la compétition beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Les sports de développement lent, là, qui est tard comme le hockey, comme le ski de fond, comme le vélo, on est bien trop pressé au Québec. Là. Ça n'a aucun rapport. Désolé, là, on perd, c'est de la chair à canon. Mais ça nourrit des fédérations, des abonnements, puis toute une économie qui est derrière. T'sais. C'est le modèle américain. Si ça nourrit ça, est-ce qu'il n'y en aurait pas plus de gens si c'était justement plus accessible? Parce que tu arrives dans un club où là, tout le monde est super bien équipé, puis toi, tu n'as pas d'argent. Ben, moi, quand j'ai parti mon club, je suis allé voir de Vinci, je dis Félix, je pars un club de vélo, tu vas me fabriquer 20 vélos de route puis 20 vélos de montagne. Tu vas me les donner. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce que je vais prêter aux jeunes qui viennent des milieux défavorisés. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai pas fait de vélo ni de sport parce qu'on était pauvres. Puis moi, dans mon club, là, personne ne va le savoir. Quand il n'y aura pas d'argent, j'y prête le vélo. Puis mon entrée, là, c'est 50$ pour toute la saison. 3 entraînements semaine pendant 3 mois. Wow. Il se passe cher, ben, je suis allé voir Ultraviolet, tu vas me donner 10 000$ pour payer mes entraîneurs. C'est comment ça, les entraîneurs pour les enfants, on paye pas ça. C'est des bénévoles. Non, moi, je les paye parce que j'ai des valeurs. Puis si l'entraîneur ne les respecte pas, je vais le mettre dehors. Puis vu que je paye mes entraîneurs, ils veulent tout travailler pour moi. Fait que dès la base, j'ai mis mes valeurs. Je les ai assis. Puis il existe encore aujourd'hui, mon club. Là, je tourne à sortir, mais ils disent Pierre, il faut que tu restes. Et là, j'y reste encore. C'est beau d'entendre ça. Non, mais c'est des choses qui sont importantes. C'est des petits gestes. Je comprends. Puis aujourd'hui, il y a passé des milliers de personnes dans mon club. Là. Ils sont adultes aujourd'hui. Là. Je trouve ça beau. Les Cubes Énergie, là, ils sont rendus à l'université, là, ces jeunes-là. C'est tous des programmes axés sur des valeurs d'inclusion. Tu bouges pour ton corps, le maintenir en santé. Un jour, c'est une forêt. Moi, je suis patient dans la vie. Je vous l'ai dit, ça allait prendre 20 ans. Puis un jour, bien entendu, ils sont décideurs, ils sont chefs d'entreprise, ils sont responsables, ils seront influents. Ils seront maires de Lens-Saint-Jean. Ah oui. Puis là, tes repères sur le terrain, dis-toi, faut que tu t'impliques. Faut que tu arrêtes de regarder la parade. C'est super. Pour eux, c'est fantastique. Tu sais, je suis obligé de dire que c'est la première fois qu'on parle on parle que de sport. Tu sais, d'habitude, c'est le parcours de la personne à travers. Tu sais, moi, j'allais lire la performance record du monde que vous avez faite justement à Kona. Tout ça, c'est des choses qui me touchent, tu sais, de voir ça. Parce que, dans le fond, si je comprends bien, vous avez quand même trouvé le moyen de performer puis de développer des choses sans avoir eu justement la jeunesse dorée. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le parcours. Donc, je suis né chez moi, j'ai gagné des titres, j'ai 3 doctorats, j'ai gagné des titres. L'Ordre du Canada. L'Ordre du Canada aussi, l'Ordre du Québec, puis 3 doctorats, puis j'ai gagné à Hawaii chez les amateurs à 3 reprises. Je suis né chez moi, il n'y a rien. Vous n'allez rien voir. C'est toute une boîte de carton dans le sous-sol. J'ai jamais fait ça pour les titres. J'ai jamais fait ça pour la gloire. J'ai jamais fait ça pour afficher. Vous verrez rien chez nous. Sauf dans mon garage, j'ai gardé le dernier cadre à Hawaii, parce que je voulais au moins en avoir un, que j'ai mis dans mon garage au-dessus de la porte, à côté de mon chum Philippe, qui est décédé, mon grand ami, malheureusement, à 50 ans du cœur. Mais c'est la seule chose. Le reste, même ma fille, maman, papa, ils sont où les trophées? Des fois, elle les sort, puis elle les étend, puis je trouve qu'il n'y a plus ça. Mes médailles, je les donnais aux enfants en sortant du podium pour lui dire, regarde, moi, ça m'intéresse, pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un événement, me dépasser, m'entraîner fort, voir mon résultat, avoir en course, avoir un plaisir avec un adversaire, puis être hyper respectueux envers mon adversaire. Puis moi, il y a beaucoup de courses que j'ai toujours fini à 2, même si je dominais, je demandais à mon adversaire, ça te tente-tu qu'on finisse ensemble? J'ai terminé des centaines de courses à 2, par respect pour mon adversaire qui avait réussi à me suivre. Wow. Le gars en 2013 que tu as dépassé sur l'autoroute, quand je t'ai vu le dépasser, là, lui, tu l'as pas attendu parce que quand il l'a vu passer, il a arrêté. Ouais. Le gars, il a arrêté de courir. Il m'avait stimulé cette fois-là. Ah oui, on était dans une autre game, mais tu sais, quand on est chez nous au Québec, tous des gens qu'on connaît, des gens super gentlemen, puis il y a un respect de l'effort qui s'installe, puis de l'autre. Puis moi, c'est mes valeurs. Donc, moi, j'aime les humains. Puis j'aime les enfants, je veux que les enfants grandissent dans des beaux environnements, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui les défend. Désolé, là. Puis j'ai tout le temps dit aux gens, quand je vais arrêter le grand défi, je vais partir un syndicat d'enfants pour les défendre. C'est donc bien cool d'entendre ça. Oui, parce qu'il n'y a personne qui les défend. Il y a des syndicats surtout, pour les profs, pour tout le monde, mais il n'y en a pas pour les enfants. Eux autres, là, quand on enlève une butte de neige, non, nous, les enfants, on n'est pas d'accord.
On va les vrai, défendre. Non, c'est de notre but de neige, on l'a vu. On a eu un C'est vrai, virage. ils critiquent pas les enfants pour rien dire. enfants, Mais c'est vrai qu'on a eu un virage à un moment donné que la crainte de se crever un œil a pris le dessus sur tout, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, de se blesser, de s'écorcher, de, tu sais, l'excuse de toujours comme c'est dangereux. Ben, il y a des endroits où, si tu veux garder ta job, il faut que tu fasses faire plus de règlements. Il y a un règlement qui a été établi. Là, tu as une job pour en créer un autre. Là. Fait que, on vit dans une société où il y a toujours plus, on dirait, de règlements. Mais quand tu prends un jeune, tu dis, OK, je vais le protéger pour pas qu'il se fasse mal jamais. Bon, là, il devient sédentaire. L'hypertension, le diabète type 2, à 17, à 22, 32, 33 ans, imaginez, là c'est pas mal plus grave. Que le COVID. Ah, que prendre une débarque en vélo. Là. Ben oui. Ça peut vous dire. Il y a plein de choses. Les gens ne comprennent pas, c'est que tu dois faire quand même des choses, il y a des risques, mais pour créer un humain qui aura vécu des situations inconfortables où là, il est armé pour la vie. Si tu ne l'armes jamais pour la vie, je vous souhaite bonne chance. Excusez-moi. Ouais, je comprends. Là, faut que tu l'armes. Puis là, je ne te demande pas de l'amener dans les plus grands dangers, tu sais. Mais si tu enlèves tous les risques, excusez, là, mais c'est pas fort dans la vie, ça. Là. Ça fait pas quelqu'un qui va faire face aux défis de la vie d'adulte. Puis là, puis au niveau sportif, on voit bien que le système immunitaire, c'est ça qui fait qu'on est plus protégé si on a un bon système immunitaire. Qu'est-ce qui bâtit le système immunitaire? C'est pas juste de manger du gros le matin, là. Tu sais, je veux dire, non, c'est clair. Puis le rapport au sport, il y a tellement des belles valeurs pareilles dans le sport. T'sais. On parlait de ça, moi, mes meilleurs souvenirs au secondaire, c'est le sentiment de l'équipe ensemble, de gagner entre nous autres, puis de vivre ça en gang, de se regarder, puis de se souvenir, même 10 ans plus tard, qu'on a traversé ça. Ça va toujours être ça. Des même amitiés. quand tu vas être vieux, quand tu vas être âgé, plaisir ami. Je vous le dis, 2 éléments simples, plaisir ami. Ouais. C'est l'élément majeur de la motivation d'un humain. Tu as du fun avec tes amis. Ça va toujours ça, jusqu'à ta mort. Donc, mettons ça comme priorité dans nos approches. C'est pas difficile, tu sais, quand tu y penses. Non, puis moi, j'ai vécu ça beaucoup. Tu sais, mon fils, il a fait des podiums, justement, puis, tu sais, il y en a d'autres qui en font pas, puis là, il y en a qu'à la fin de leur course, ils viennent te voir, puis là, tu sais, ils sont déçus. Il y en a qui pleurent. Ah, j'arrive toujours au 6e, 7e, 10e. Puis moi, ma réponse à ça, c'est, mais voyons donc, c'est extraordinaire. Tu sais, si on en mettait 1000, tu sais, des fois, on voit des départs de ski de fond, justement, en Europe, ou des départs de vélo, c'est immense. Quand on voit le départ du Grand Défi Pierre-Lavoie, c'est immense aussi. Mais quand tu as juste 25 jeunes qui partent une course, puis là, tu arrives, mettons, t'es 20e. Là, on dirait là, que t'es catalogué poche. Puis là, t'enregistres ça. Toi, toutes ces courses-là, t'enregistres ça au lieu de... Oui. Tu sais, je vais plus haut que ça. Là, moi, je me souviens que quand on était jeune, on faisait des sports. Puis il y avait le bout où on faisait les équipes qui était probablement le pire moment dans la vie de quelqu'un de dire, là, on choisit. Puis là, tu sais, il y en a un qui vivait constamment le « OK, on vous laisse », tu sais, là, tu sais, il y avait tellement de rapports à ça, puis tu sais, c'était cruel au maximum, puis tu sais, après ça, on avait en même temps des directions d'école qui disaient, tu sais, l'intimidation, tout ça, mais il y avait d'autres trucs que l'école partageait ou protégeait qui étaient super discriminatoires, cruels. Mais aujourd'hui, c'est changé. Les écoles primaires, je veux rassurer tout le monde, une approche incroyable. Je remercie les enseignants, ils font un travail colossal. C'est réglé aujourd'hui au Québec. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'approche qui est discriminatoire, ça n'existe plus, ça. Au secondaire, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on les perd. On les perd en secondaire 3, 4, 5. T'sais. Le regard des autres est très important à cet âge-là. Mm-hmm. Puis il y a plein de systèmes qui fait que... Moi, qui me déçoit. Puis aujourd'hui, je me dis, on doit les avoir, ces systèmes-là, puis ça ne doit pas être la seule offre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc moi, j'aimerais que les jeunes aussi aient l'autre offre. C'est quand on faisait les cubes énergie. C'est pas d'exclure un, tu sais, pour rentrer l'autre. Non, exactement. Je pense que tu auras toujours besoin d'une genre de pyramide, tu sais, là. Mm-hmm. Mais quand tu décides de focusser sur la performance, ben ça se fait inévitablement au détriment de ceux qui auraient juste voulu bouger avec leurs amis dans le plaisir. Tu sais, la petite fille qui va au volleyball en secondaire 1, pourquoi qu'elle y va? Pour l'élément que je viens de vous dire. Ah, viens jouer ici, on est une école, on est très fort en volleyball, puis tu vas avoir du plaisir avec tes amis. C'est pour ça qu'elle vient là, en passant. Là. Elle vient. Jusqu'au temps qu'ils vont s'entraîner. Ils vont s'entraîner 6 semaines. Après ça, les tournois régionaux vont commencer. Puis, pour y avoir assisté régulièrement. Et tout à coup, pour la première fois que tu assistes à ça, parce que tu es assis, tu t'es arrivé, tu t'es levé à 5 h du matin, tu as suivi l'autobus, et là, ils vont commencer à jouer au volleyball. Et là, ça commence. OK? Tout à coup, tu entends un sifflet d'arbitre. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Le jeu s'arrête. Et là, tu vois le coach faire tourner les pouces, les poings. Puis là, je me demandais, j'ai dit...
Je sais pas, est-ce qu'il veut faire du bicycle? La madame dit non, c'est parce qu'il sort, il sort un des joueurs. C'est pourquoi qu'il sort? Oui, attention, on est en développement. Ah, c'est complètement fou. C'est parce que là, ils ont peur qu'elle manque le service. Oh my La petite fille doit sortir, montrer son numéro devant la foule, qui regarde le numéro 15, c'est pas bonne, on la sort. Non? Et l'autre qui est bonne vient la remplacer. Puis là, il la remplace pas tout de suite. Là. Elle vient sauter son tour. C'est l'occasion de la sortir pour la demi. Elle ne reviendra pas. Après ça, c'est l'autre gang qui embarque parce qu'ils sont toujours deux équipes. Elle vont jouer les autres. Et quand arrivera 1h30 plus tard, ils vont jouer contre une autre équipe. Son tour revient. Elle se fait sortir. Donc, elle, ils fonctionnent en cercle. Et dès qu'elle arrive à son cercle, elle se fait sortir. Écoutez, c'est généralisé, ça. Moi, j'accepterai jamais ça. Là. Qu'une petite fille qui voulait s'amuser avec ses amis, dans le plaisir, qui s'est entraînée pendant 6 mois, elle reçoit une humiliation comme ça devant une foule, là. C'est totalement imbécile. Excusez-moi, là. Totalement imbécile en secondaire 1, en secondaire 2 et en secondaire 3. En 4 et 5, j'ai pas de problème. Vous comprenez? Mais les 3 premières années du secondaire, ils sont tellement fragiles, là. Ils ont appris un modèle au primaire qui est inclusif, dans le plaisir avec leurs amis. On arrive au secondaire, excusez, on veut gagner la vie d'adulte on veut commence. gagner des bannières et les accrocher dans le gymnase. On paraît bien. C'est vrai, pareil. Pas parce que tu dois te faire challenger, de dire, ouais, mais c'est un peu soft ton approche. Il y en a ceux qui disent ça. Il y en a qui disent. La vie est dure, Pierre, il faut leur apprendre la vraie vie, puis il y a des gagnants. La vie, c'est de la performance. Là, ils vont se comparer tout le temps. Je parle pas des profs d'éducation physique. Là. Mm-hmm. C'est pas eux autres qui font. C'est des anciens athlètes qui ont aucune approche pédagogique, qui rentrent dans les écoles pour gérer les sports-études. Puis eux autres, ils ont été formatés performance, puis ils recréent leur système. C'est vrai, c'est complètement ça. Non, mais je vous le dis, les gens ne voient pas ça. Excusez, là. Mais il va falloir qu'un jour, je ne dis pas qu'on fasse les ménages, qu'on mette de l'ordre un peu là-dedans. Prenons du principe de la motivation d'un jeune. Chez nous, on avait du décrochage scolaire. J'ai travaillé là-dessus pendant longtemps avec Michel Perron, là, et il nous faisait venir. On avait réalisé que les jeunes, ils décrochaient au secondaire. Mais on avait réalisé que ça commençait au primaire. OK? Ça commence d'abord au primaire. Ça commence par aimer l'école. C'est pour ça que le lab école est important. Il faut qu'on s'organise comme société, qu'un enfant aime l'école. S'il aime l'école, ben il veut y aller. Vous comprenez? Déjà, t'es bien parti. Ouais. Même si il a des difficultés, c'est pas grave, il aime l'école. Bon. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il aime l'école? Est-ce que c'est son titulaire qui donne sa matière toute la journée ou c'est plus l'environnement? Nos études nous disent que c'est l'environnement. Ben oui. Donc, l'environnement, il doit être extrêmement bien organisé, structuré pour s'assurer qu'un enfant aime l'école. Donc, quand on arrive au primaire, ça va, mais quand on arrive au secondaire, toute l'approche des enseignants, elle est parfaite. Là. Eux autres, ils ont la bonne formation, l'approche développer la littératie physique, mais quand arrivent des organisations qui ont un autre objectif, on vient de perdre cet élément-là. On vient de scraper 8 ans de travail parce qu'on a un enjeu qui est beaucoup trop tôt dans les écoles. Je dis toujours aux gens, c'est pas le rôle des écoles de développer des champions dans le sport. Le rôle des écoles, c'est de développer des compétences en maths, en sciences, en chimie, puis en éducation physique, pour que jeunes développent des compétences pour se sentir habiles dans à peu près n'importe quel sport. C'est eux, les Scandinaves du monde, qui restent actifs à 84% de toute leur vie. Wow. C'est aussi niaiseux que ça. Est-ce qu'il y a des fédérations qui t'ont entendu et qui t'appellent et qui te demandent... On tombe dans le bon, là. Tu sais... Hey Pierre, explique-nous qu'est-ce qu'on devrait faire. Y a-t-il du monde qui ceux qui me parlent, c'est les scientifiques, ceux qui font les recherches au Canada puis au Québec, puis qu'ils essayent de changer, mais ils n'ont pas assez d'influence. Donc, moi, je prends le données, puis je rentre dans le tas. Puis on est avec ça. C'est toi qui appelles les fédés ou c'est les fédés qui t'appellent? Non, les fédés ne nous appellent pas. Là. Cette semaine, je suis sorti dans le quotidien. J'ai écrit une lettre ouverte pour appuyer le président de l'association du hockey mineur de ma région qui a décidé que les atomes, maintenant, c'était 4 sur de la glace, puis ils allaient tous changer de position. Puis il a dit, c'est l'idée. Gros coup de barre. Hein? Ah, ben oui, puis là, il dit, il s'est fait critiquer. Je l'ai appelé, il ne me connaissait pas, je l'ai appelé pour le féliciter. Puis je suis tellement content parce que là, tu sais que je ne l'ai pas facile. Non, mais t'écrire une lettre puis t'appuyer, c'est carrément ça qu'il faut faire. Développer les compétences des jeunes, arrêter de vouloir les faire performer trop tôt. Ça donne rien, ton sport, ils vont performer plus tard. Qu'est-ce que ça donne de leur faire la compétition là? Imitons le modèle scandinave. Il expliquait d'ailleurs les modèles scandinaves. T'sais. Mais dernièrement, j'étais invité au congrès de la Fédération des profs d'éducation physique du Québec. Bon, je suis invité à chaque année, mais là, je faisais la conférence d'ouverture. Puis là, Jean-Claude Drapeau, qui est le président, il prenait sa retraite. Puis là, il sait mes positions, puis on a les mêmes, okay? Parce que c'est des enseignants, eux autres. Ils comprennent très bien ça. Là. Le système est fort dans les écoles. Là. Le système autour là, est extrêmement puissant. Donc, il dit, Pierre, ben là, tu sais qu'est-ce que je vais dire, Jean-Claude, là? Le monde n'entendra pas ça, ce que je vais dire, là. Non, Pierre, c'est beau, là. Dis-moi, je m'en vais pareil. Fait que, vas-y. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour faire. Fait que j'ai commencé, puis les fédérations étaient là.
ceux qui nous donnent, qui nourrissent, qui sont dans les écoles, qui essaient de faire bouger les jeunes. Il y avait les anciens en éducation physique. Donc, j'ai dit, fait mon discours sur l'inclusion, sur des modèles scandinaves. Quand l'approche au Québec imitait le modèle américain, qui est l'exclusion, puis c'est inacceptable, il faut changer le modèle. Je remercie les anciens en éducation physique au primaire, qui ont tout compris, qui font un modèle extraordinaire. Je remercie les profs aussi des écoles secondaires, qui ont adopté cette approche maintenant. Maintenant, j'aurais 3 questions à vous poser. Vous partez en réflexion durant la fin de semaine. J'ai 3 questions à vous poser. Vous y répondrez durant la fin de semaine. Est-ce que la note en éducation physique au primaire est encore nécessaire quand on a une approche inclusive? Première question. Moi, je considère que non. Vous y réfléchirez en fin de semaine. Est-ce que la note en éducation physique au secondaire est encore nécessaire quand on a une approche inclusive axée sur les saines habitudes de vie? Moi, je pense que non. Là, ça brouille. Primaire, ça passe, mais au secondaire, là, ça brouillait. Ça jasait, là. 3e question, est-ce que c'est le rôle des fédérations de faire bouger les jeunes dans les secondaires? Moi, je pense que non. L'uppercut, jab, punch. Hein? Puis là, ça mais oui, me fait pogner. Wow! Je serai en spectacle. Mon nom est Pierre Lavoie. C'est vrai, mais c'est des vraies affaires qu'on dit pas. C'est vrai. Il faut dire les vraies affaires. Non, mais c'est vrai. T'sais, moi, j'étais content que la note elle compte au secondaire parce qu'on me disait qu'il fallait une moyenne générale importante pour entrer au cégep dans les domaines. Puis moi, je me disais, fantastique. Si la note en éducation physique elle compte, ben ça va m'aider. Ma note en or plastique va être patchée. Là, c'est ça que je me disais. C'est ça. Mais c'est vrai. Je suis rassuré, le système d'éducation le savent. Ils sont en train de faire évoluer le système. Une chance qu'on les a, les profs, là, en passant. Là. Ils font un job incroyable, je vous le dis. Là. Ce que je reproche, c'est nos organisations qui viennent supporter l'école dans cette mission de faire bouger les jeunes. Je pense qu'on ne devrait pas, avant 14 ans, mesurer, évaluer ou comparer un enfant. Parce que tu perds l'occasion d'en créer lui le goût de bouger pour la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai aucun problème avec les fédérations, mais vous êtes trop tôt dans le processus d'un enfant, puis il n'y a rien qui presse. Je me rappelle, j'étais allé en Beauce, il y avait un super gros club de gymnastique, puis le gars qui était là, je voyais, il était craqué, là. Ouf, puis là, à un moment donné, j'ai dit, toi, tu fais la gymnastique. À quel âge que tu les commences? Parce que moi, j'aime ça, tu sais. J'aime ça me nourrir de données. Il dit, normalement, on les commence à 4 ans. Ouf, 4 ans, OK, c'est bon. Mais là, je dis, tu en as combien? J'en ai 300. OK. T'en as combien qui continuent à faire la gymnastique après secondaire 5? Là, il me répondait pas. T'as-tu la donnée? J'en ai pas beaucoup. Mais combien? Personne. Tout le monde arrête après. Je disais, OK, donc toi, tu fais bouger les jeunes, puis t'as aucune rétention de ton sport. Ouais, c'est ça. Après secondaire 5. C'est un échec. Parce que moi, je veux qu'ils bougent leur vie. Donc, ton sport, puis en plus, la gymnastique, ils sortent maganés, là, les jeunes. Là. Mais c'est tough sur le body. Malgré au moins qu'ils développent beaucoup de littératie physique. T'sais, ils peuvent se reprendre dans nos sports. C'est un des sports où ils peuvent se reprendre ailleurs. T'sais. Mais on devrait toujours penser pérennité. On pense pas ça. On pense juste champion. Puis, je vais prendre quand même le temps. Tu sais, monsieur, vous êtes là, puis ça me touche. Là. Ma mère était monoparentale. On n'avait pas beaucoup de ça à la maison. Nous autres non plus. Puis ça me touche de parler de ça. Mais j'ai fait du karaté. J'ai joué au football. J'ai fait du ski. Puis pour vrai, aujourd'hui, je suis fier du gars que je suis. Puis c'est la première fois, là, je suis comme bloqué. Là, ça me sort de ça. Mais t'es émotif, Eric? C'est parce que c'est comme si c'était une claque en pleine face de dire que, tu sais, il y a des parents, des fois, qui essaient d'inculquer des affaires. Puis, tu sais, on pense bien faire. On pense que ça va comme ça. Puis moi, aujourd'hui, tu sais, ce que vous décrivez là, je suis devenu un gars multidisciplinaire, je m'intéresse à tous les sports. C'est pour ça que c'est un podcast de sport. On parle de ça, puis tu sais, je suis comme complètement flabbergasté de dire que je suis chanceux d'être tombé ces bonnes personnes. Puis ce que vous décrivez là, moi... donner la chance à plus de jeunes. Ça me renverse complètement, puis tu sais... Les plus beaux souvenirs que j'ai dans la vie, c'est des moments que le sport était présent. Puis, félicitations, je suis sans mots. Là, je vais, tu sais, moi, là, ma fin de semaine, elle commence, puis je vais penser à tout ça. Puis, tu sais, des fois, on a de la misère à se regarder dans le miroir, à juger des gens qui travaillent fort. Tu sais, le rapport au bénévolat, tu sais, il y a plein de monde, le rapport, le sport amateur, les bénévoles sont impliqués, tu sais, puis on veut comme pas critiquer ces gens-là qui donnent du temps, qui veulent bien faire, tu sais. Puis, moi, je me disais que le hockey junior majeur, ça m'a toujours fait rire. Il y en a qui disaient, on mène nos adolescents à la glace pour vendre des hot dogs puis payer des jobs à du monde à quelque part, mais tu sais, il y en a plein là-dedans qui ils vont détester le hockey pour le restant de leur vie, tu sais, puis ça me donne toute une leçon là, de ça, là, pour vrai. Je pense que le Québec, on a passé, parce qu'on a beaucoup d'influences américaines, veut pas, on est sur le même continent.
Mais qu'on s'est parti au début avec les pays scandinaves, c'est des modèles qu'on doit reprendre des parties de succès. Puis je veux pas les imiter totalement. Puis, mais il faut être conscient quand on n'a pas des bons résultats au niveau de l'inactivité chez les jeunes. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien à faire, les téléphones sont plus forts que nous. Je suis désolé, là, c'est pas vrai. Bon. Toi, tu as eu la chance d'avoir une mère qui t'a quand même était consciente que ce qui t'accrochait à l'école, c'était le sport. Puis c'est tout un levier pour aimer l'école, ça. C'est pour ça qu'il ne doit pas être d'exclusion. C'est pour ça que le sport, c'est tout un levier. Pourquoi qu'il devient à un moment donné, il faut absolument qu'on doit gagner? Non, on n'est pas pressé. Soyons pas pressés. On se donnerait un target, là, comme société. On se dirait, à 20-14 ans, là, on les laisse se développer parce qu'on veut avoir le temps d'ancrer en eux le goût de bouger pour la vie. On leur fait faire plein de sports. Les Scandinaves, ils doivent apprendre 5 sports différents. D'ailleurs, le meilleur fondeur au monde, là, c'est Jonas Klibo. Il est meilleur qu'Alex Harvey, pas mal, OK? Puis quand, c'est même pas un fondeur, c'est un joueur de soccer. Okay? Les gens n'ont aucune idée de l'approche des pays scandinaves. Pour développer un athlète, si tu veux être bon au hockey, il faut que tu joues au soccer. Comment ça? Oui, il faut que tu joues au soccer. Ah non, il faut que je fasse des camps de hockey aux États-Unis. Non, il faut que tu joues au soccer, mon chum. Ah, puis fais du vélo. Puis fais de la gymnastique aussi. Fais toutes sortes de sports. Tu vas voir, quand tu vas aller sur la patinoire, tu vas être hyper habile. La rondelle, quand tu vas avoir des patins, tu es un joueur de soccer, tu sais quoi faire. Puis en partant, si tu fais du triathlon, t'en fais déjà 3 en partant, fait que t'en rajoutes 2. Ouais, c'est pas pire. C'est fou comment, c'est vrai ça, tu sais, de dire que encore aujourd'hui, les athlètes qui se font repêcher dans des sports pro, exemple qu'on voit, on se ramène à ça, de dire ils faisaient aussi ce sport-là, puis aussi ça, puis ça, on dirait qu'il y avait... en vélo de route. Puis à la fin de tout ça, là, ce qui te fait monter au sommet, c'est la passion. C'est juste ça. C'est pas le talent. Le talent t'amène un niveau. Et ce qui fait faire le dernier bout, c'est la passion. Puis la passion, là, c'est souvent, elle va s'allumer après 14 ans. Mais si vous avez vous l'imposez à vos enfants, c'est parce que vous vous transposez dans vos enfants. Laissez-les tranquilles, là. Et eux autres, là, il y a assez de pression comme ça. Ils ont de la pression de l'école, ils ont de la pression du coach, ils ont de la pression des parents. Il y a des bonnes chances qu'il va vous décrocher. Vous allez investir 5 ans sur lui, puis on va décrocher. Puis nous, notre club acidose lactique, c'est un petit club tout petit, là, comme ça, avec des valeurs. Le club d'Ama nous regardait et disait vous êtes un club de garderie. Ils m'ont dit en pleine réunion, ça. Je sais, mais présentement, je sais pas, mais j'ai un de mes athlètes qui est allé au Tour de France, qui est allé aux Olympiques, puis présentement, Hugo Hull, qui a passé aussi une année que nous autres, qui était au Tour de France. Mais on aimerait des clubs qui ont réussi à faire ça, des clubs de garderie qui ont réussi à faire ça. L'approche est inclusive. Puis on le sentait quand on a rencontré Antoine que, tu sais, c'était ça. Il a passé dans mon club, Antoine. Puis il a compris que les relations avec les personnes, les coéquipiers, ça avait joué pour son succès. Mais ce qui l'a fait monter, moi, j'ai couru contre lui parce qu'il a fait du triathlon en équipe. Il était pas plus fort que moi. Moi, j'étais un bon cycliste, mais pas tant que ça. Mais qu'est-ce qui l'a amené après à l'autre étape? C'était la passion. La base était là. La base était solide après ça. Ouais. La passion, pouf, te fait monter en haut, tu sais. Et aussi, en plus de la passion, il y a une question aussi peut-être d'avoir faim. Tu sais, il y a souvent des histoires de jeunes qui l'ont pas eu facile. T'as pas eu facile, Pierre. Quand tu souffres en sport, tu penses à quoi? Tu fais référence à des souffrances qui sont peut-être plus grandes que la souffrance que tu vis présentement. Donc, on en revient à ce qu'on disait au début de l'entrevue. C'est que l'inconfort nous rend plus forts, tu sais. Donc, peu importe les situations que tu as devant toi, que des fois sont professionnelles, parfois sont personnelles, parfois sont sportives, à chaque fois que tu les confrontes, même si tu ne réussis pas, tu grandis. Donc, tout ça, ça se transpose. Tu arrives dans une course, tu es quelqu'un qui ne l'a jamais eu facile dans ta vie, tu es pas mal plus capable d'endurer les difficultés que quelqu'un qui ne l'a jamais eu. La première fois de sa vie, il souffre, il trouve ça difficile. Puis, on dit, des fois, c'est une question de caractère, puis d'orgueil et d'ego. Oui, c'est peut-être un mélange de tout ça en même temps. Mais je pense que ceux qui ont été habitués à être dans des conditions pas évidentes, ou ils se sont mis dans des conditions pas évidentes parce qu'ils savaient que c'est ça qui allait faire progresser, bien, ils sont beaucoup mieux armés. C'est comme pourquoi qu'on s'impose un intervalle en course à pied, c'est pour augmenter ta capacité cardiovasculaire, puis ça marche, hein? Mais tu dis, si tu plates, ça fait du mal faire l'intervalle. Mais c'est une situation totalement d'inconfort qui fait réagir ton corps. L'esprit, pareil. L'esprit, c'est pareil. Le cerveau, là, c'est une bébite. Là. Le corps, et toi, dans de limite, est-ce que l'esprit veut bien lui imposer? Dans tes Ironman, Pierre, quand tu souffrais, tu pensais à quoi dans tes moments de... Moi, c'était mes enfants. C'était mon avantage sur les autres. Laurie Raphaël, oui, tu sais, je veux dire, t'as vu souffrir tes enfants à Sainte-Justine pendant 2 mois aux soins intensifs. Quand tu te mets lamenter, puis là, tu fais juste penser à ça, puis t'arrêtes d'avoir mal. Tu sais, tout est relatif.
C'est niaiseux. Hein? Je dis aux gens, le COVID, là, qu'est-ce que ça fait? On a tous développé de la résilience. Savez-vous ça? Savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est très bon pour une société, ça. La prochaine fois avant qu'on chicanait pour des niaiseries, on va dire, ben non, le COVID, c'est bien pire que ça. Tu retourner à ça? Ouais, c'est vrai. Hein? Là, tu as un marqueur difficile pour tout le monde, qu'on a tous passé à travers. Puis quand avant, on chicanait pour des niaiseries parce qu'on n'avait jamais connu des grosses difficultés. Là, exact. Là, tout à coup, tu disais, non, le COVID, là, c'est bien pire que ça. Oui, t'as raison. On va arrêter de chicaner pour rien. Ouais, là, c'est pour ça que ça forge l'humain. On était dans notre confort pas mal. Là, le Québec, c'est une zone confortable là, dans le monde. Là. Puis 12 ans de croissance économique, là, c'est tout le temps en vélo, c'est bon. C'est facile de réussir avec 12 ans de croissance. Là. Même les pas bons, t'es bon. Le vent dans le dos. Ben oui, le vent dans le dos, t'es en peloton, tu peux pas t'échapper. Mais quand arrivent les montées, donc c'est là c'est la difficulté. Si t'as tout le temps roulé en peloton, le vent de dos, je pense pas que tu vas devenir bon. Faut être Je suis tellement content du podcast, honnêtement, Eric, parce que tu sais, toi, ça t'a brassé ça beaucoup. Ça m'a brassé, ça n'a pas de sens. Je sais que ça achève, puis tu sais, je veux dire quelque chose, moi aussi, un petit témoignage, parce que tantôt, je disais, tu sais, Pierre, c'était mon idole au départ au niveau sportif, parce qu'à 16 ans, 17 ans, on se retourne il y a 30 ans maintenant. Tu commençais ta carrière de triathlon à ce moment-là, par le triathlon de Montréal, puis t'avais, tu sais, puis moi, le sport, 17 ans, j'étais un adolescent, fucké, on va dire ça comme ça, là, on va éviter de parler de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai détruit dans mon adolescence. À 17 ans, je recommence à travailler parce que finalement, j'ai une opportunité de travailler, puis il y a un gars qui dit « T'aimerais-tu ça faire du triathlon? » Puis ça a changé ma vie, cette question-là. Martin, qui s'appelle le gars, qui m'a dit, garde, on commence demain, puis et à un moment donné, par la force, moi j'habite Montréal-Nord, dans une place défavorisée, on va dire ça. Léger-Langelier à Montréal-Nord, c'est quand même assez particulier comme environnement. Puis il y a une piscine à l'école Henri Bourassa. Je m'en vais là, moi j'ai les cheveux longs. Encore aujourd'hui, j'ai les cheveux longs, mais à ce moment-là, c'était pour autre chose. Et le coach de natation, Eric Kramer, est là. Il me regarde, puis il dit Tu veux-tu nager avec nous autres? Je dis oui. Moi, je nagerais avec les 10-11 ans. Ils nagent tellement vite. Il dit non, tu vas nager avec les plus vieux. Paolo Saldana était là. Et Eric avait... c'est un coach de natation qui a amené 2 personnes aux Olympiques, dont Martine Dessureau à Atlanta, dont un autre, Patricia Knoll, aux Jeux de Séoul, médaillé de bronze. Puis il est à Montréal-Nord, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait à Montréal-Nord, tu sais? Puis les gens se déplacent, aiment s'entraîner là, puis je comprends pourquoi. Il prend le temps de connaître chacun des athlètes, leur donne un plan de match et met du fun en place. Pas trop de volume. Et ce gars-là a changé ma vie. Tu sais, on dit souvent, il y a des enseignants qui changent la vie des enfants, il y a des coachs qui changent la vie des enfants. Moi, si je n'avais pas rencontré Eric, je ne serais pas ici aujourd'hui. Fait que et c'était accessible aller c'est fantastique, ça coûtait pas une scène aller là, je veux dire, tu sais, fait que moi je carbure là aujourd'hui, là, j'adore le podcast, je pense que c'est quelque chose que chaque président de fédération devrait écouter attentivement, devrait se re-questionner par rapport à qu'est-ce que ses valeurs, les valeurs de la fédé, comment est-ce que l'approche qu'on a avec les jeunes, chaque club devrait se re-questionner, chaque personne qui s'implique au niveau des sports jeunesse devrait se re-questionner. Puis je suis content, Pierre, que tu aies accepté cette invitation-là, parce qu'on aurait pu parler de 36 sujets, puis te donner 1 heure par sujet, puis te battre le record. C'est complètement fou comment on était préparé à aller dans une direction, puis c'est vous qui avez l'idée, l'entrevue. Chapeau, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je rentre chez nous vraiment content, puis tu sais, je réalise que de pouvoir faire du sport sans dire que t'es le meilleur, sans dire que tu vas performer ce jour-là, c'est un cadeau en soi. Puis c'est ça que je retiens, persévérance, résilience, d'être patient, le rapport au plaisir, c'est des choses essentielles. Moi, tu sais, on fait cette aventure-là, on se lance là-dedans, on n'a pas temps d'attendre, mais aujourd'hui, j'ai appris vraiment beaucoup. Puis, tu sais, ce mot de la fin, j'aimerais ça savoir, tu sais, c'est quoi qui vous attend? C'est quoi votre, tu sais, on parle de 12 ans de développement, de croissance, mais qu'est-ce qui nous attend, là, selon vous, là? Ouais, je pense que le COVID, c'est une belle opportunité. Donc, il faut profiter de ça, là, pour faire avancer le système de santé, donc une santé plus durable, donc plus de prévention. L'éducation aussi. Donc, j'ai vraiment l'intention de pousser avec d'autres personnes de Québec dans la bonne direction, puis les organisations aussi, non. On peut pas, ça serait irresponsable de ne pas profiter de cette occasion
qui nous est présenté là, parce qu'on va réinvestir massivement, on va remettre en question bien des modèles, puis c'est le temps d'établir les bons. T'sais. Puis je vais m'impliquer un peu partout. Puis bien entendu, j'ai encore beaucoup de temps donné parce qu'avec les années, on a acquis de l'expérience, puis aussi des contacts. Puis de l'influence. Donc ça, je le garderai pas pour moi. Fait qu'on va en faire profiter toutes ces causes qui me tiennent à cœur, puis ces choses qu'on a changé, tu sais. Comme le boulevard Sainte-Geneviève, j'aurais pu dire c'est pas à moi à faire ça. Non, j'ai texté la mairesse, puis le lundi, j'étais assis à son bureau, puis on appelait le directeur, puis ça a pris 1h30 maximum, tout était réglé. C'est un devoir de le faire. Parce que moi, je suis un entrepreneur social. Et tu es comme un entrepreneur, tu travailles sans compter tes heures, puis tu es axé sur les résultats. Puis quand arrive quelque chose que tu penses que tu peux changer, ben c'est un devoir de s'impliquer. Il n'y a pas assez de gens qui s'impliquent dans la société. Excusez, là. Puis il y a plein de leaders dans la société, puis là, on en a besoin. Les gens s'impliquent de moins en moins parce qu'à cause des réseaux sociaux, ils ont peur des critiques. Ça, c'est un élément on n'a pas parlé, mais qui vient vraiment stopper beaucoup d'élan au Québec. Beaucoup de leaders qui aimeraient vouloir changer les choses. Puis les gens ne sont pas prêts à la critique. Hein. Puis je leur dis, allez-y. On s'habitue à la critique. C'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. Plus on reçoit des critiques, plus finalement on se rend compte, c'est normal, se fait critiquer. Puis je dis aux gens, si vous ne voulez pas vous faire critiquer, mais vous restez chez vous, vous ne faites rien, vous écoutez la TV. Ça peut être un carburant, la critique? Oui, carrément, parce qu'au début, c'est difficile, parce qu'on n'est pas habitué. Okay? Puis on finit par se faire une carapace, puis dire, ça fait partie du processus. Okay. Parce que si on ne le fait pas, vous privez notre société de vos idées, de votre engagement et de vos convictions. C'est triste. Puis un jour, on va se ramasser avec une société sclérosée là, qui fait rien. Effectivement. Donc, puis Pierre Lavoie, il s'arrête quand, lui? Moi, je ne m'arrêterai pas. Je vais garder ma forme longtemps parce que je sais que c'est relié avec mon cognitif. Parce que si je perds mon physique... En électrique, en vélo électrique. Oui, carrément. Ouais. Du plaisir. Tantôt, je vous le dis, moi, je vais avoir du plaisir. Là, j'ai fini par faire ce... Je l'ai fait il y a 3 ans. Ça, puis je l'ai eu dans le COVID, là. J'allais m'entraîner, motiver tous les jours. Là. Je partais, j'allais rouler tous les jours à partir du 26 mars. Je montais aux éoliennes. Pluie, vent, neige. Je partais avec mon vélo. Il n'y avait personne. Ma blonde, elle ne comprenait pas. Pourquoi tu t'entraînes? Ben, c'est pour me garder en forme. Parce qu'avant, elle me voyait motivé comme ça pour les compétitions. Là, elle me voyait autant motivé, mais je n'avais pas de compétition. Lynn, c'est parce que j'ai enfin fait le virage. C'est difficile pour les athlètes de le faire. Je vous le dis, c'est très difficile. Moi, je l'avais fait. J'étais tellement heureux, je m'entraînais pour ma santé, pour le plaisir. Donc, j'ai dit, OK, maintenant, je sais que je vais m'entraîner toute ma vie. Wow. Puis il y a plein de gens qui ont fait du sport de compétition. Ils ont totalement décroché. On les voit, ils sont à la télévision des fois, puis il y a une petite bedaine, puis ils font plus rien, mais ils ont beaucoup d'expérience, mais ils s'épiquent. Non, le sport t'a apporté beaucoup. Tu dois redonner. La meilleure endroit pour redonner, là, c'est auprès des jeunes, auprès des organisations, puis les changer. Le but, c'est le sport t'a beaucoup donné. Il y en a qui leur ont donné de l'argent, il y en a qui leur ont donné de la notoriété. T'as un devoir, mon chum. Excuse-moi, t'as un devoir de redonner ce que le sport a pu te donner. Puis aujourd'hui, quand on regarde les problèmes sociétaux au niveau des jeunes, l'inactivité, l'obésité, ben, il me semble que c'est là qu'il faut s'impliquer. C'est assez évident. Là. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, David, tantôt, au début, il nous parlait de certaines anecdotes, mais quelque chose qu'il nous a dit aussi, il dit, tu sais, Pierre, la notoriété a monté, tu sais, tu t'as transformé ta vie, là. Je veux dire, tu es quelqu'un aujourd'hui qui a du succès, on va dire ça, comme entrepreneur social. Gros succès. Ça te monte pas à la tête, tu restes terre à terre et il disait, David, il reste toujours avec sa mission d'aider les jeunes, peu importe ce qu'il fait et peu importe la notoriété qui monte, etc. Fait que c'est tout à ton honneur. On a ce privilège-là, nous autres, d'avoir rencontré quelqu'un qui change les choses au Québec. Ça va arrêter quand Pierre Lavoie va décéder, mais ça n'arrêtera pas le défi et tout ce que tu as créé. Non. Ça va rester, tu as vraiment, quand tu dis faire un leg, c'est un méga gros leg. Tu sais, j'en ai pris conscience les premières années parce que je faisais tous les jours aller-retour Montréal-Saguenay, presque tous les jours, 3 jours semaine. Donc, je roulais 115 000 km par semaine. J'ai roulé 1 200 000 km en 11 ans. Sérieux, là? C'est sérieux, là. Donc, moi, les pneus d'hiver, je passais à 2 sets de pneus d'hiver. Je changeais mes pneus d'hiver à la mi-janvier parce qu'ils étaient finis. Puis j'allais jusqu'au printemps. Puis c'était fini. Donc, les premières années, je me disais, si je me tue dans le parc de Laurentides à frappant un orignal quand je reviens à minuit, 1h du matin, parce que c'est l'heure que je revenais à la maison pour retourner le lendemain à 8h à Montréal,
Est-ce que le mouvement s'arrête? C'était oui. Donc, le mouvement dépendait de moi. Ce que j'avais démarré dépendait d'un seul homme. C'était une erreur monumentale. Donc, je me suis dépêché à le faire incarner par d'autres. Aujourd'hui, je peux me tuer dans le parc. Là. Il y a plein d'ambassadeurs. Je peux en mettre comme dans le parc. Ah non, mais c'est vrai parce que non, mais cette réflexion, tu dois la faire. Tu dis, est-ce que si je disparais un jour, ce que j'ai lancé comme mouvement va continuer? Ben oui. Aujourd'hui, là, c'est des ambassadeurs comme moi, il y en a plein. J'en ai un d'ailleurs. Fait que c'était le but. C'était d'être capable de transposer à travers d'autres personnes cette même conviction et ces mêmes actions. Donc, de le faire incarner par d'autres. Aujourd'hui, je peux dormir tranquille. À ce moment-là, il est bien ancré dans la société, puis il y a du monde qui pousse dans la bonne direction. Je pense qu'on pourrait pas mieux finir que ça. Là. Félicitations. Honnêtement, les gars, c'était un gros épisode pour moi. Ça m'a chamboulé, j'ai adoré ça. Sérieusement, ça vous êtes une bonne source d'inspiration. J'ai vu votre téléphone sonner, je regardais à l'heure, je disais « Yes, ça n'est pas rendu compte, on l'a encore avec nous autres. » Oui, c'est ça. Mais honnêtement, je vais remercier aussi Monsieur X, la production de la machine 4771 et le producteur du podcast H2O Web Media. On est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tous les bons podcatchers pour Android. Et j'ai rien oublié, mais honnêtement, Sébastien, merci de m'avoir permis de rencontrer Pierre. Puis sérieusement, félicitations. Merci. Je suis fier de dire, j'ai une nouvelle raison de dire que je suis fier, de dire que je viens du Lac-Saint-Jean, ma région administrative, tout ça. Puis, c'est un podcast qui va s'écouter ça sur le chemin, tu sais, quand très bien. Le parc de Laurentides. Ah oui, carrément. C'est le temps que ça prend pour traverser le parc. En respectant la limite que les policiers tolèrent. Exact. Il n'y aurait pas meilleur moyen de finir ça. Sérieux. Merci, Eric. Merci beaucoup, guys. Merci Pierre. Fantastique. Merci. Ciao.